pas simplement des jeunes qui ont envie de voter, sachant qu'il y a des jeunes qui n'ont plus envie de voter, il faut le dire. Je sais qu'au-delà du vote, vous voulez comprendre, vous voulez participer, vous voulez construire, vous avez raison d'ailleurs, car une démocratie qui ne se vit plus au quotidien est un décor. C'est plus un exercice démocratique, c'est un décor. Une démocratie sans débat ou sans désaccord, ça devient une façade. Et une démocratie sans jeunesse, ça devient une routine qui s'épuise et qui compromet son avenir. Alors, certains, si je veux être honnête, certains, et je le suis, certains voulaient débattre de manière plus politicienne sur le bilan des 10 années des nationalistes aux responsabilités. Alors oui, il y a 10 ans qui sont passés, c'est vrai, depuis 2015. Ces années n'ont pas été un long fleuve tranquille. Bien sûr, elles ont été traversées par une crise sanitaire mondiale, vous le savez, des blocages institutionnels constants, des contentieux qui ont été très lourds dans le domaine de l'aérien, dans le domaine du maritime, entre autres, je ne cite que cela, une hostilité sur le plan judiciaire récurrente, je ne citerai que la condamnation de la collectivité de Corse concernant l'usage de la langue corse au sein de cet hémicycle et au Conseil exécutif également. Et puis, bien évidemment, la récurrence des fins de non-recevoir de l'État face à certaines demandes et face aux choix démocratiques qui ont été faits en 2015, bien évidemment en 2017, fin 2017-2018, je dirais, et en 2021. Et en particulier, vous le savez, sur la question de l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est pas un caprice, c'est pas un fétiche, je le répète à l'envi, c'est pas né non plus sous le coup d'une émotion, elle est au cœur d'une aspiration démocratique des Corses et d'une grande partie du mouvement national depuis plus de 50 ans. Même si c'est la colère de la jeunesse après l'assassinat d'Ivan Colonne et la pression démocratique ensuite qui ont conduit à l'ouverture du processus qu'on a appelé processus de Beauvau. Moi, je retiens de cela que l'Assemblée de Corse, depuis, a voté un projet auquel ont participé les nationalistes, un projet, tous les groupes, de statut d'autonomie le 5 juillet 2023, qui a tracé un chemin institutionnel vers cette aspiration. Cette délibération du 5 juillet 2023, elle a posé noir sur blanc des principes d'autonomie législative, d'autonomie fiscale, de co-officialité de facto, pas de juré, pas en droit, mais de facto, de notre langue et la protection aussi de notre terre, sans compter la justice sociale et le respect de l'environnement. Pendant ces temps, cette aspiration, en tout cas pendant plusieurs années, cette aspiration à l'autonomie a été ignorée. Je le disais tout à l'heure, c'est un déni démocratique évident. C'est en durant lesquels une génération, la vôtre, a compris que voter ne suffisait pas pour être entendu. Mais je vous rassure, c'est la même chose pour moi, même si je n'ai pas votre âge. Alors oui, le bilan appelle un débat franc, un débat clair sur ce qui a tenu pendant ces 10 années, sur ce qui a échoué, sur ce qui n'a pas été possible, qui n'a pas été rendu possible, et sur ce qui a été empêché. Ce débat est nécessaire pour refonder un cap collectif soutenable, pour une Corse forte, apaisée et surtout debout. Oui, ce débat est nécessaire parce que vous n'êtes pas les héritiers d'un récit qui est figé, vous êtes, et je le pense sincèrement, les acteurs de la suite de l'histoire. Vous savez que nous travaillons dans le domaine de la prospective aussi, mais il n'y a pas que la prospective, il y a aussi la suite de cette histoire-là. Une histoire qui, et je veux y croire en vous voyant ici, dans cet hémicycle, ne retombera jamais, et je le souhaite vivement, jamais, dans ses travers les plus bas et les plus sombres. Une histoire qui continuera de s'écrire dans le droit fil de nos combats et de nos idéaux, et où la division, le rejet, la haine ne trouveront jamais plus leur place. Enfin,
Finalement, vous avez voulu poser un sujet que certains continuent d'éviter, la place réelle des femmes en politique, 25 ans après la loi sur la parité. Alors sur la parité, oui, les règles ont changé, bien sûr, il y a une loi. Oui, les portes se sont entr'ouvertes, mais restons lucides. Dans nos communes, dans les grandes communes de Corse, aujourd'hui, il n'y a qu'une élue qui est maire et aucune tête, 2 élus qui sont maires, et il n'y a aucune tête de liste féminine aujourd'hui annoncée. Une probablement le sera, mais je n'en vois pas d'autres. Alors c'est un fait politique, certes, mais pour moi c'est un échec démocratique, indiscutablement. Cela justifie donc pleinement le débat que nous aurons dans quelques instants, car une démocratie qui fonctionne sans les femmes, permettez-moi de le dire, et de le dire à ces messieurs, une démocratie qui fonctionne sans les femmes est une démocratie qui fonctionne à moitié, puisque nous sommes la moitié de l'humanité, vous le savez. Alors vous avez raison, cela doit faire débat, et Paoli nous a laissé ce bien précieux qu'est l'exercice démocratique qu'il faut chérir et faire fructifier. Alors pour conclure, je dirais que certes, votre génération n'est pas encline à la complaisance vis-à-vis des plus anciens, vis-à-vis du pouvoir politique en particulier. Vous venez le questionner, ce pouvoir, c'est votre rôle, c'est le jeu démocratique, bien sûr, mais la démocratie n'est pas un exercice figé, c'est un combat permanent, un combat parfois épuisant, mais un combat qui est vital. La nostra storia non è mica gonfia, sapete, è una strada lunga, fatta di lotte, di dolore, di speranza, di no, di dignità. E a bagliai franchettjar, a battaglia di democrazia e a più dura, a più difficile. Oggi questa storia si deve chi abortare. Finché la gamperà democrazia in ugore di gioventù, a gorsiga stera a rita. A ringraziavi e così sia. Alors, on penso mica che il Presidente di les écouti aussi a in connessione dopo. Vabbè, allora vi digerà due parole dopo. Ecco, allora di abbassa a parola a un vicepresidente. Allora, cara Presidente, ringraziavi. Allora, cari consiglieri esecutivi, cari colleghi. Alors, Madame la Présidente, je voudrais juste préciser quelque chose. Le débat proposé n'était pas pour faire le procès ou l'éloge de la majorité territoriale, bien entendu. On ne veut pas tomber dans de la politique gay, là. Au contraire. Nous arrivons au terme d'une année riche en événements et en travaux de notre Assemblée. Mais nous arrivons également en ce mois de décembre 2025 au terme des 10 années de changements politiques profonds en Corse. En effet, le 13 septembre 2015, au giorno di Santa Lucia, tout un symbole. La première majorité nationaliste, après des décennies de conflits et de trêves décrétées par le FLNC, arrivée aux affaires causant une rupture profonde avec des structures politiques traditionnelles clanistes qui dirigeaient la Corse jusqu'alors. Durant ces 10 années, de très nombreux changements politiques, de grandes mutations vont voir le jour. Je n'en citerai que quelques-unes éparses, car la liste serait trop longue. Réactivation du comité de massif, disparition des conseillers généraux et création de la collectivité unique, assassinat d'Ivan Colonna et processus de Beauvau, réforme des transports entre la Corse et le continent, élection d'une femme à la présidence de l'Assemblée de Corse et d'une autre au Parlement européen. Et même la venue pour la première fois de son histoire depuis des millénaires dans un moment de communion intense d'un pape en Corse. 10 années traversées par des crises et des bouleversements profonds. La période du Covid aura été pour nous toute une période de traumatisme, mais aussi de solidarité.
Le retour de la guerre sur le sol européen avec le conflit en Ukraine et la montée des tensions fortes au Moyen-Orient. La fragilisation de la gouvernance politique en France et le retour sur le devant de la scène des extrémismes fascisants. L'omniprésence de l'intelligence artificielle et des évolutions scientifiques sont parmi quelques-uns des événements qui montrent combien les repères du monde dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont en train de bouger. 10 années riches d'un point de vue politique, démocratique, social et économique. La Corse se transformer, passer de l'ère traditionnelle à la modernité avec un certain nombre d'atouts, mais également un certain nombre de difficultés. L'explosion démographique initiée en Corse durant ces 10 décennies et qu'elle continue de connaître encore aujourd'hui, avec l'arrivée de 8 000 personnes supplémentaires, dont 5 000 nouveaux résidents chaque année, transforme petit à petit le paysage corse, ses infrastructures, ses paysages, ses commerces, son économie et aussi sa façon de vivre. La société corse est culturellement en train d'évoluer et certainement de manière irréversible. C'est l'arrivée en Corse de phénomènes sociétaux jusqu'ici inconnus et réservés au nord de l'Europe. Les quartiers difficiles, la drogue, les violences faites aux femmes, l'isolement des seniors en fin de vie. Ces phénomènes nous rattrapent peu à peu. Et face à ces enjeux, la Corse doit se renouveler afin de rester ce qu'elle a toujours été. Fidèle à ses valeurs religieuses et culturelles, tout en faisant face à des enjeux et à des défis d'un nouveau genre. Pour nous, jeunes membres de cette Assemblée d'Iayuantou, cette décennie aura été celle du passage de l'enfance vers l'adolescence pour ensuite rentrer maintenant progressivement dans l'âge adulte. Gageons qu'il en soit de même pour la Corse et qu'elle entre aussi dans l'âge de maturité lors de la prochaine décennie, celle de la transformation, de l'émancipation et de l'accomplissement. Ringraziavi. Bravo, ringraziati. Allora, principiamo e domanda a bocca. Allora, c'è una lista che è l'ordine, infatti l'ordine è quello di a maniera come le sono arrivate e come le sono giunte. Secondo disponibilità di un consiglio esecutivo. Ah, di no, l'ho capito. No, non è mica solo l'ordine di giunta di domanda a bocca, di no a disponibilità di un consiglio esecutivo. Dunque, fate caso perché non è mica la lista abituale, l'ordine abituale. Dunque, c'è una prima domanda che deve essere fatta per un'eletta che non è mica scritta, una consigliera mica scritta, che è Maria Carolina De Peretti, nante alle infrastrutture idrauliche. Si degui. E vado a rispondere dopo a consigliera, a presidente dell'ufficio idraulico. D'accordo? Avete la parola. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente de l'Office d'équipement hydraulique de Corse, l'île traverse une crise hydrique sans précédent aggravée par des réseaux vétustes qui laissent s'échapper près de 50% de l'eau distribuée. Cette situation est désormais exacerbée par les effets du changement climatique qui accentue la fréquence et l'intensité des sécheresses, réduisant les ressources disponibles. Dans le même temps, des projets d'aménagement très consommateurs en eau continuent d'avancer, alors que notre île accuse déjà un retard important en matière d'équipement hydraulique, notamment par rapport à la Sardaigne. Face à cette situation alarmante, je le rappelle, la collectivité de Corse a lancé le plan Aqua Nostra 2050 qui prévoit l'augmentation des capacités de stockage, la création de nouveaux barrages, la modernisation des infrastructures hydrauliques et l'adaptation aux sécheresses récurrentes. Un investissement de 600 millions d'euros est annoncé pour sécuriser l'approvisionnement de l'île d'ici 2050. Mais face à l'urgence, nos territoires et en particulier nos agriculteurs ont besoin de réponses immédiates. Madame la Présidente, au-delà des perspectives à long terme qui sont données, quelles mesures concrètes l'Office hydraulique mettra en œuvre d'ici l'été prochain pour améliorer la disponibilité de l'eau et réduire la perte sur les réseaux? Je vous remercie. Ringraziavi. Allora, vado a rispondere alla Presidente dell'Ufficio Idraulico. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio, signora De Peretti, per la vostra domanda. L'eau, bien commun, est pour la Corse bien plus qu'une ressource.
C'est une condition de survie de nos territoires, de notre agriculture et de notre équilibre social. Dans un contexte d'épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et intenses, notre responsabilité collective est de garantir, dans la durée, l'accès à une eau brute sécurisée pour l'ensemble des usagers et notamment pour le monde agricole qui constitue l'une des colonnes vertébrales de notre économie insulaire. L'Office d'équipement hydraulique a précisément été conçu comme l'outil opérationnel de la collectivité de Corse, avec cette ambition qui est de stocker, de produire, de transférer, de distribuer l'eau brute, tout en accompagnant sur un volet technique et économique les exploitants agricoles. Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie opérationnelle 2022-2035, déclinaison du rapport de la nouvelle politique de l'eau adoptée à l'unanimité à l'Assemblée de Corse en avril 2023. Vous avez rappelé la situation de tension hydrique que connaît notre île, aggravée par des conséquences liées au changement climatique et des infrastructures parfois anciennes. Ce constat est partagé par l'Office comme par la collectivité de Corse. La Chambre régionale des comptes a elle-même souligné en 2022 que sur environ 40 à 50 millions de mètres cubes d'eau brute d'irrigation produite et distribuée, à peine la moitié était effectivement facturée, témoignant de marges de progression importantes, d'une part, sur les rendements hydrauliques de nos réseaux et d'autre part, des rendements financiers liés à la performance des dispositifs de comptage. En réponse, la collectivité de Corse et l'Office ont engagé un rattrapage structurel de grande ampleur avec la stratégie opérationnelle 2022-2035 qui prévoit au moins 15 millions de mètres cubes de stockage supplémentaires et environ 5 millions de mètres cubes d'économie d'eau liée à la sobriété de chacun par rapport aux usages de l'eau, à l'amélioration des rendements, au remplacement des canalisations et points de comptage vétustes, soit près de 20 millions de volumes de substitution à terme pour un investissement global de 240 millions d'euros sur 12 ans. S'agissant plus précisément de l'état de nos réseaux d'eau brute, il serait inexact de nier leur vétusté sur certains tronçons, mais tout aussi inexact de laisser penser qu'aucun effort n'est engagé pour y remédier. Depuis plusieurs années, l'Office déploie un programme pluriannuel d'investissement combinant renouvellement de canalisation et réparation importante avec une enveloppe annuelle de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros selon les diamètres et spécifiquement consacrés à l'amélioration des rendements des réseaux hydrauliques. Sur les seuls exercices 2024-2025, ce sont environ 30 km de conduite principale qui ont été renouvelés pour un montant global d'environ 10 millions d'euros en complément des actions d'exploitation courante. Ces travaux ciblent prioritairement les secteurs les plus sensibles du point de vue des pertes en ligne et de la sécurisation de l'alimentation des périmètres irrigués. Sur 2026, à ce stade, il est prévu de remplacer environ 15 km de conduite principale sur la plaine orientale nord, de Moriane et à San Giuliano, sur environ 5 km et de Bravone vers le sud sur 10 km. La démarche consiste à rénover toutes les canalisations principales de transfert sur la plaine orientale nord et sud, où se trouvent 90% de notre agriculture. Ce travail patient, souvent peu visible, d'optimisation des infrastructures et de nos réseaux hydrauliques est l'un des leviers les plus efficaces pour réduire durablement les fuites et ainsi améliorer la productivité de chaque mètre cube stocké dans nos barrages. Au-delà de ces projets structurants qui s'inscrivent dans le temps court et moyen terme, plusieurs actions très concrètes sont engagées ou renforcées d'ici l'été prochain pour répondre à l'urgence rappelée dans votre question orale. D'abord, l'amélioration de la sensibilisation auprès de tous les usagers de l'eau sur l'ensemble du territoire. Adapter son comportement à une nécessaire sobriété. Poursuite accélérée du renouvellement ciblé des tronçons les plus fuyards. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Mise en conformité et modernisation des points de comptage agricoles. Gestion fine des stocks et concertation rapprochée avec les filières. C'est une gouvernance qui sera partagée, qui permet d'anticiper les restrictions et de les adapter filière par filière pour préserver autant que possible la continuité de l'irrigation en période de pointe et un soutien économique ciblé aux filières en tension. Oui, nous faisons face à une crise hydrique inédite et nos réseaux portent encore les traces des décennies de sous-investissement. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est aussi un changement d'échelle assumé par la collectivité et l'Office, avec 240 millions d'euros programmés dans le cadre de la stratégie opérationnelle 2022-2035. Ces investissements se déclinent comme suit. Réhausse des plans d'eau de barrage de Tals de Figari, 2 millions de mètres cubes en plus, Code ou les 1,3, création d'une nouvelle retenue collinaire à Badine, 9,5 millions de mètres cubes, augmentation de la capacité de stockage du barrage de Pire, 1 million de mètres cubes, mise en conformité des barrages d'Aléjane, Padoule et Lortoul. Vous évoquez des projets d'aménagement très consommateurs en eau qui continuent d'avancer. Il en existe évidemment encore trop, car nous ne considérons pas l'eau
comme épuisable. Cette ressource doit être respectée. Tout projet d'aménagement doit être pensé, cadré, encadré, convenablement, dans tous les secteurs publics et privés. Les PLU doivent accentuer la gestion de cette problématique et le PADUC en cours de révision saura y répondre. C'est ce que je m'efforcerai de sanctuariser. D'autre part, certains évoquent souvent la Sardaigne comme modèle. En effet, la Sardaigne a une quarantaine de barrages ou réservoirs avec une capacité de barrage potentielle de 1,1 retour. Hein. Je m'entends en fait. Bon, merci. 1,8 milliard de mètres cubes avec une pluviométrie en forte baisse, moins 55%, et des canalisations avec 50 à 70% de fuite. En fait, les barrages reçoivent moins d'eau de pluie et perdent en chemin énormément d'eau. Seulement 350 millions arrivent à Bullport, alors que la Sardaigne a besoin de 700 millions de mètres cubes pour l'eau potable, l'agriculture, l'industrie et l'industrie touristique. Qui ajoute une situation financière difficile, puisque vous savez qu'il y a 500 millions d'euros d'endettement, donc 1% de leur PIB, et des investissements massifs, 2,5 milliards d'euros entre 1995 et 2025, qui n'ont pas empêché la situation critique actuelle. Ce mois-ci, pour exemple, l'eau agricole n'est distribuée qu'à l'élevage et interdite à toutes les autres filières. Notre modèle, nous le pensons, est un bon modèle. Il doit être poursuivi, amélioré et adapté en permanence. C'est précisément cette stratégie opérationnelle 2022-2035 responsable qui se trouve aujourd'hui validée par l'exemple du lycée de la Sardaigne. Construire un barrage, c'est 10 ans et des millions d'euros. Je ne dis pas que nous ne travaillons pas sur de nouvelles infrastructures. Nous allons lancer la retenue de Badine, alors que ça faisait 40 ans qu'on entendait parler, donc c'est 9 millions de mètres cubes dans la plaie. Sobriété, changement des mentalités, remplacement des réseaux, rehausse des barrages, interconnexion pour le court et le moyen terme, Marine Graziari. Aringradiabi. Alors, je tiens à préciser qu'en visio, c'est un peu compliqué parce que nous, en plus, on a des travaux à côté, donc on n'entend pas forcément très bien. Voilà. Désolée, Président, quand tu avais un retour, essaye de faire au mieux. Bien, mais écoutez, merci. Merci. Je vais passer la parole maintenant. Merci à vous. Je vais passer la parole à Flora Bertoncini qui va poser une question à Bianca Fazzi. Enfin, c'est Bianca Fazzi qui va répondre. Ringraziare. Signora consigliere esecutivi in carica di sociali di salute e di lotta antivettoriali. Sappiamo che a Corsica si invece. Secondo previsioni nel 2050 ci saranno più di 2,2 anziani per un giorno. Rispetto a questa realtà, dobbiamo di sicuro proporre misure politiche forti. Ma in stesso tempo ci pare importante di rammentare che il rispetto, l'aiuto e l'accompagnamento di nostri anziani ha sempre avuto una piazza primorosa in Corsica. Così il lavoro della DMR di Corsica è essenziale. Il bisogno sui settori non si resta di Grecia e l'aiuto in casa gioca un ruolo maggiore per il mantenimento di beneficiari. Eppure, poco va, le condizioni di lavoro hanno cambiato assai. L'ausiliare di vita deve oramai puntare a un minuto vicini, quando è di giungere e quando è di parte di un domicilio di beneficiario. In caso di trapassamento di tempo, deve ridurre il tempo di lavoro volti dopo. Si trapassamenti sono contabilizzati come sbagli e poi si sanzionati. Per esempio, a Corsica Sud non ha diritto che a 6% di margine di sbaglio. Sa gestione minuto per minuto cagiona modificazioni permanenti nei sparti tempi, piglia un tempo importante al personale in scani e soprattutto laga di meno piazza all'imprevisto. Ma in caso di imprevisto, che si passa? Se un anziano ha un bisogno d'ultimo minuto o se dugasca? Si deve lagare in difficoltà o beneficiario per non essere sanzionati? Oggi, a 6 persone li parlano di gara dopo il tempo e di perdere l'eia umana, l'ascoltare e l'adattazione di uso mestiere, soccolo di uso mestiere. Siamo coscienti che un quadro deve esistere per prevenire eccessi e garantisce un'organizzazione sana. Allora, consigliere esecutivo, signora consigliere esecutiva, pensate che su un funzionamento così meccanico e adattato a un mistero di relazioni umane e di empatia, non ci vorrebbe mica pensare a un modello che permette, in un stesso tempo, il rispetto dell'orario e la qualità dell'accompagnamento di noi. A ringraziarvi. A ringraziarvi.
Allora, passo la parola alla consigliera esecutiva. Ringraziava il Presidente e saluto tutte e a tutti. A ringraziare per la nostra questione. È vero che c'è un ritorno al Presidente. Sono mica dello può fare qualcosa. Mi sentite? Vi sentimo. Andate Mi sentite o burro. no? Bon, allora, la nostra questione è di la mise in piazza di un sistema di gestione. Dunque, sul sistema l'abbiamo messo in piazza i servizi d'aiuto a domicilio, e SAD, al fine di assicurare l'effettività d'ore realizzate, l'effettività d'ore realizzate vicine alle persone anziane e alle persone qui sont in situazione di handicap. Je pense qu'il est nécessaire de repositionner cette question très technique dans le contexte plus général de la politique publique que nous menons en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap et qui vise à maintenir l'autonomie des personnes le plus longtemps possible dans leur environnement. C'est tout le sens de l'ensemble des mesures que nous avons mis en œuvre pour Invetiabe in Casa Zoia. Je vous rappelle que la collectivité finance 9000 bénéficiaires au titre de l'allocation pour l'autonomie, l'APA, à domicile, et 2709 bénéficiaires au titre de la prime de compensation du handicap, la PCH. La télégestion est un des outils qui contribue à structurer l'aide à domicile, qui permet de concilier 4 objectifs, les 4 objectifs que je vais vous citer. Assurer le contrôle de l'effectivité et garantir le paiement sur service fait. Principe fondamental en finances publiques. Disposer d'un outil de pilotage pour la collectivité, mais aussi pour les services d'aide à domicile, qui disposent ainsi d'une meilleure connaissance de la couverture des besoins et des profils des usagers, permettant également d'analyser les données de couverture des besoins par micro-territoire et les taux d'effectivité des plans d'aide. Améliorer la qualité de l'accompagnement en permettant une meilleure planification des interventions et surtout un meilleur suivi en temps réel si besoin. Améliorer les conditions de rémunération des salariés, puisqu'à travers cet outil, nous avons pu mettre en place une bonification des heures effectuées en milieu rural, jusqu'à plus 4 € de l'heure, une augmentation de l'indemnité kilométrique pour les heures effectuées en milieu rural, passage de 36 centimes à 50 centimes par kilomètre pour les interventions en milieu rural, une bonification de plus 65% pour les heures effectuées auprès des personnes, effectuées notamment le dimanche. Une bonification de 2 € pour les heures effectuées auprès des personnes en GIR 1 et 2, qui sont les personnes les moins autonomes. Malgré ce que votre question indique, nous ne sommes pas sur une approche rigide. Le taux de correction de 6% autorisé est déjà une souplesse et permet justement d'intégrer les situations que vous évoquez. Bien sûr, le principe de paiement des heures de service fait demeure. À ce jour, tous les SAD respectent les taux de correction et nous n'avons pas eu de remontée sur les difficultés rencontrées. J'ajoute que lors de la mise en place de cet outil, j'ai reçu les syndicats des services à domicile à ce sujet et à leur demande. Croyez bien que nous sommes particulièrement attentifs à conserver le lien humain et la relation d'empathie dans ce métier si essentiel dans l'accompagnement de nos anciens. Mais justement, dans cette optique, il nous faut faire évoluer nos pratiques et nos outils pour répondre à la nécessité de professionnalisation du secteur de l'aide à domicile. Grazie. Ringraziabi. Allora, domanda che Banawa e quella che adesso va per la segretaria di seduta, Paul del Croix, scusate, avete la parola. Ringraziabi. Signora consigliera, piglio a parole oggi per ricordare una realtà che troppe famiglie corse campano oggi giorno. A Corsica manca in modo critico di strutture adattate per accompagnare le persone in situazione di handicap sia fisico sia mentale. Questo deficit, che dura da poi anni e anni, pesa nella nostra società e tocca i più vulnerabili. L'assenza di centri specializzati e famiglie non hanno speso altro scelta che di tenere i parenti in casa. Non sono mica assistente professionale, non l'hanno mai domandato, ma ci sono costretti. Si ritrovano sole a assicurare un accompagnamento quotidiano pesante, complicato e stradiante, senza formazione, senza sollievo, spesso senza sostegno vero. E quando la sentenza diventa insopportabile, non ferma che una soluzione, rassegnarsi un'ospitalizzazione in un continente.
Ma questa non è una soluzione né per la persona in situazione di handicap né per la famiglia che si ritrova strappata, isolata e senza mezzo da agire. Parliamo di situazioni umane di una difficoltà tremenda, famiglie all'estremo, associ che facciano ciò che li possono e un vuoto medicale e sociale che non può più essere accettato. L'aiuto finanziario non basta mica e non potranno mai ripiazzare una necessità vitale di strutture adattate nell'isola. Oggi non è più un bisogno, è un'urgenza e per quella che ci vuole fare di questo problema una vera priorità pubblica, collettiva e assolutante. E dunque poi questa domanda: come si può spiegare che a Corsica sia sempre senza strutture adattate per le persone in situazione di handicap e che misure immediate allo Stato e alla collettività li tocca pigliare per rimediare a questa mancanza? A ringraziarvi. Allora, ringraziati, passo a parola a consigliera Ezegoudi o Bianca Fazzi. Ringraziava il Presidente, ringrazia la questione della venuta. Non capisco mica bene se la questione parla di strutture adattate, ma in che caso? Sono persone handicapate più petite, più anziane e due, di quale parliamo come handicap? Vorrei precisare appena, di come risponde quantunque. Se voi parlate di una situazione di handicap assai pesante, soprattutto con l'ARS che c'è, perché sono in carica di questa questione, dunque vorrei sapere appena di più, ma di come quantunque risponde. Abbiamo fatto un schema di autonomia che è stato adottato nel 2021 e una questione è stata presa in carica di prendere in conto il deficit che c'era nelle strutture. Dunque, ci sono parecchie strutture già in Corsica, cioè la sapere, che ne hanno assai aiutato, che lo siano i FAM, les foyers d'accueil médicalisés, les maisons d'accueil spécialisées, les MAS, tout ce qui est centre d'aide au travail, comme les CAT, c'est un projet, qui dit, je le dirais en français, c'est plus simple pour, au niveau technique, le foyer de vie qui permet l'accueil journalier de personnes en handicap, je pense notamment à Pune di Fumurbu, l'EMA Poudia, tout beau se dire en coason, ma dire à 700 000 euros. La création de places de personnes handicapées vieillissantes en sein de structures existantes ou en cours de construction. Je pense notamment au transfert que nous allons faire du foyer médicalisé de Tatone e c'è un progetto a Nantacorte e normalmente da qui a qualche anno ci sarà una struttura a Nantacorte che sarà più adattata, mica che non sia mica adattata a Tatone, ma ci sarà di più un environnement plus favorable, on dira, sur Nantacorte. Un projet de diversification de l'offre concernant la DAPI 2B a été soutenu. Le projet de relocalisation du foyer de la DAPI 2A sur le site de la Miséricorde à Ajaccio a été financé. Nous avons mobilisé sur ces deux projets plus de 800 000 euros. Il reste peut-être que vous parlez de personnes en situation, je pense notamment à un cas que nous avons eu sur un enfant lourdement handicapé et effectivement en situation sociale difficile également, qui a dû être placé sur le continent parce que nous n'avons pas effectivement ce genre d'accueil en Corse. Mais il faut savoir que c'est très difficile, hein, c'est très lourd. Donc, si vous voulez, on pourra peut-être en discuter avec vous, qu'on essaie de voir ce qu'on peut trouver, mais sachez que ce sont des foyers qui sont très lourds à monter, avec un accueil sur le côté médical et un accueil sur le côté social. Il y a même sur le continent des gros foyers qui sont obligés d'évacuer, je dirais évacuer entre guillemets, leurs enfants en situation de handicap sur la Belgique parce que nous n'avons pas les structures nécessaires. Mais voyez que nous avons quand même beaucoup déjà de structures qui existent. Je pense notamment au cas d'autisme, de personnes en situation de spectre autistique très lourd. J'ai moi-même inauguré avec la mairie de Portivete et d'autres, l'ARS, entre autres, un accueil récemment sur Portivete. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont faites et je reste à votre disposition pour les décrire. Et je vous rappelle également que les tarifs journaliers alloués par la collectivité aux établissements au handicap sont bien plus élevés que la moyenne nationale. Ringraziavi.
Ringraziabi. Allora, a prossima domanda a bocca di ciò che ha giugui ad essere fatta dal gruppo Fronte Popolare non il trasporto di persone di Jean-Félix Acquaviva, il presidente dell'ufficio di trasporti, qui va a rispondere. Qual è che avage? Alors, Monsieur Lozano. Madame la Présidente, Monsieur le conseiller exécutif en charge des transports, n'importe qui en Corse ferait le constat que pour aller où que ce soit, il faut une voiture personnelle. Alors oui, c'est vrai, il y a 2 lignes de train, mais bon, on peut tous s'accorder sur le fait que leur extension paraît lointaine et utopique. Alors oui, il y a bien une solution, hein, il y a bien des lignes de car, mais je vais vous donner un exemple. Si je veux aller de Bastia à Porto-Vecchio, j'ai un choix, hein, mais ce choix va me coûter 30 € pour un adulte, peut-être un peu plus si j'ai une poussette, un vélo, une valise. Tout ça pour à peu près 2h30 de transport, 2 départs par jour, 8h30, 16h. Alors oui, c'est vrai, la collectivité a pris en charge le transport scolaire, et c'est un bon début. Mais je voudrais prendre l'exemple de ce qui se passe sur le continent. Dans la plupart des régions françaises, le réseau du ferré est complété par un réseau de cars qui est public ou partiellement public. La plupart du temps, pour des trajets de durée ou de longueur similaire, 2 fois moins cher et 3 fois plus fréquent. Considérant que ce réseau de cars apparaît comme la seule solution à court et moyen terme pour améliorer la mobilité collective en Corse, ma question est la suivante. La collectivité de Corse envisage-t-elle, à l'instar d'autres régions sur le continent, de créer ou d'encadrer un réseau de cars plus abordable, plus cohérent, public, évidemment, et régulier? Je vous remercie. Ringraziabi. J'en profite du moment pour vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée de Corse. J'en parlerai tout à l'heure, mais puisque vous êtes exprimé, bienvenue. Jean-Félix Acquaviva, vous avez la parole. Bene, ringrazio signore Presidente, consigliere. Io previsto di parlare in corso, c'è mica traduzione, no? No. Boh. No, mi dico per rapporto a quelli. Boh, consigliere, cari consiglieri, c'è elevato parte di difficoltà che può scontrare persone in materia di mobilità, da che li vogliono avvancassi da vettori individuali e a vostra premura di meglio organizzarsi a rete pubblica di trasporti stradali e ferroviari e di viaggiatori in generale. La EDET in 2 misure che lo sviluppo ferroviario attuale un po' mica risponde a corto ai bisogni di mobilità, la collettività di Corsi ha già ingaggiato una riflessione all'evoluzione di rete di trasporti stradali, di viaggiatori e di migliorare la visibilità, l'accesso in termini di prezzo e la copertura territoriale dell'isola montagna che noi conosciamo. Lavoriamo di maniera a migliorare la visibilità dell'offerta, centralizzando progressivamente l'organizzazione dei modi di trasporti, o ferroviario, stradale o marittimo, perché ci sono anche vie e trasporti pubblici già ingaggiati marittimi in Corsica, sotto la denominazione di Via Corsica, dunque una rete di trasporti della collettività di Corsica. C'è un sito mobilità che è un calcolatore di itinerari di trasporti in comune, integrando l'insieme di informazioni di trasporti di viaggiatori insulari e no, che va ad avere da qui a poco, e una viettica interoperabile tra i reti ferroviarie interurbani e urbani che è in corso di sviluppo. Queste sono già azioni ingaggiate e in corso. Di nuovo, la revisione iniziata da Obaduc e schemi tematiche, perché sapete che la revisione del Barduc si ne parla sempre a livello dell'urbanismo ed è importante, a livello soprattutto di lotta contro la speculazione fondiaria, ma ci sono di noi schemi tematiche e c'è un schema di trasporti, delle infrastrutture di trasporti e di mobilità che deve essere rinnovato in della revisione del Baduc, nemico un piccolo ingaggiamento. Dunque la revisione iniziale del Baduc e schemi tematiche come per tutte queste regioni, come quelle di schemi regionali di infrastrutture di trasporto e quelle di intermodalità, ad avere come priorità di identificare
l'asse prioritari, di analizzare la sostenibilità finanziaria, budgetaria di una rete integrata e di valutare le modalità giuridiche di una gestione pubblica più forte, più zeppa, o di una delegazione di servizio pubblico che sia quadrata di meglio. La collettività mintuedia che tutte queste riforme necessitano mezzi budgetari conseguenti e sicuro che siamo un traccio di uno scambio con i comuni e l'intercomunalità, perché la maggior parte dei comuni e intercomunalità, perché c'è la Sabella, hanno la competenza di trasporti al percorso territoriale. Quindi siamo a diritto costante, siamo nella via costituzionale francese ad oggi, perché non siamo mica in un sistema di statuto d'autonomia, quindi c'è la libertà di amministrazione e collettività e quindi ha la possibilità, e parecchi nell'obbliata, di avere la competenza di trasporto per usare conto. Ha messo in opera di una governanza pubblica rinforzata del servizio, previsto per la legge e sotto l'egidio della collettività, perché anche se nella competenza c'è un'animazione a diritto costante della collettività, permetterà, secondo noi, di mettere in avanti l'insieme di mezzi messi in opera e di migliorare lo sviluppo e la governanza necessarie a livello dell'organizzazione regolamentare e operazionale di mobilità di tutte le nature, ferroviarie, stradali e anche marittime. È vero che ciò fa progressi, ne siamo coscienti, ma sapete già che la collettività ogni anno dà 30 milioni di euro di funzionamento, 30 milioni di euro per lo sviluppo di trasporti scolari, 30 milioni solo per i trasporti scolari, sono 400 linee oggi che sono assicurate da collettività con 30 milioni di euro e con un fatto di un pagamica e famiglie in Corsica non pagano mica il trasporto scolare, non è mica un caso, posto che può parlare delle altre regioni francesi, delle regioni francesi. Le regioni francesi facciano pagare le famiglie il trasporto scolare, qui no. Quindi è un'avanzata sociale importantissima e anche se noi abbiamo all'E con le altre isole autonome del Mediterraneo, non è mica un caso non più. Quindi questo è ciò a sapere, c'è un acquisto sociale importante qui che non esiste mica in altro. Dunque, sapete questa, c'è di noi una via marittima, via mare, che esiste, a livello di Osani per esempio, che è pubblica, e abbiamo di noi linee regolari, posto che sapete che le linee principali regolari le vedete, nord-sud come Bastia-Portivecchio, trasversale, Gorti Alieria. L'offerta in alta montagna, disgraziosamente, non a un livello che non bramiamo, perché c'è problematiche budgetarie, di conseguenza a un livello di densità di popolazione e di clientele, ma la mare rinforzata. Sappiamo, al di là dei 400 linee, ci sono 56 linee che sono delegate da convenzione dalle collettività all'altre comunità di comune. Concernendo la linea Bastia-Portivecchio, sapete, la vedete, che c'è una linea SEDIS durante l'epoca scolare che fa da Portivecchio a Bastia per gli interni studenti, la dementuata, è operata da un trasportatore privato, da un quadro di un mercato pubblico, si pianta in aereo che permette una corrispondenza a corti con la linea C11, quindi l'offerta esiste già, di sicuro ci va a rinforzarla, ma c'è già un primo passo che ci permetterà di andare più forte a andare bene. E l'altro giorno c'è un servizio privato, ma non è mica inquadrato a un livello pubblico e convenzionato. C'è una volontà dunque di migliorare la regolarità e frequenze di queste linee, di sicuro che la revisione dello schema di Obaduc, la nostra riflessione è di integrare di più i costretti particolari alla Corsica. Siamo una montagna, non è mica un caso dell'altra regione francese, e siamo meno popolati che gli altri, dunque c'è meno clientele e ricette, perché si sa che di un servizio pubblico c'è a tempo una sovvenzione, un aiuto, ma c'è di nuovo un contenuto di ricette per completare l'equilibrio economico dei servizi. Non si fa mica a 100% pubblico, che sia un cuburno dell'aereo o marittimo. Dunque questo problema di qui è una gestione pratica a livello budgetario e economico ci dà a noi un dovere di riflettere di maniera più precisa per andare più forte a questo livello, mantenendo di noi l'aspetto sociale, non fa pagare mica per esempio le famiglie a livello scolare. Dunque, ecco ciò che vi posso rispondere. Dunque, ci sarà un dibattito pubblico
au livello della revisione del Baduc, au livello dello schema di infrastrutture e di mobilità, a nostra volontà è di noi di va tra il ferroviario e il fatto di va crescere l'offerta ferroviaria. Per esempio, abbiamo un dibattito in Ajaccio, a Nanta, con la comunità iacina, di sapere se noi abbiamo spiazzato la gara. A due noi siamo contro, perché la nostra volontà è di va crescere la frequenza di un ferroviario tra Graona e il Gore d'Ajaccio, con il tram-tram, con un servizio pubblico forte. E sarà lo stesso per Bastia. Dunque, lo schema di mobilità dovrà conciare l'offerta stradale con l'offerta in sviluppo ferroviaria, con lo stesso prezzo, la stessa biglietteria, per passare dall'una all'altra. Dunque, una visione globale a tempo di acconciamento di un territorio e a tempo sociale per tutte le famiglie di Corsica. Sarà un dibattito con già l'Arnese messa in opera della revisione di Ubaduc. Vi ringrazio. Dunque, ringraziabile per questa risposta assai completa. Non i trasporti di persone all'interno, che è un vero soggetto. Ringraziabile per la domanda e ringraziabile di nuovo per questa risposta. Allora, c'è un'altra domanda per voi, consigliere esecutivo, adesso è fatta da Florian Riolacci per il gruppo Diamo all'Unità. Di un altro modo di trasporto. Avete la parola. Ringraziare, signora Presidente. Caro consigliere esecutivo, in un contesto in cui le imbusche ecologiche, l'accessibilità di luoghi di montagna e la ricerca di soluzioni durevoli sono al centro di politiche pubbliche, mi pare essenziale di rivalorizzare certi saperi nostrali. Tra i quelli, un mistero di mulatero piglia a sua parte. In Corsica, un mulatero può pigliare una piazza fondamentale. Provvista di caselli di Gervin, aiuto logistico per i pastori in mezzo e alta montagna, rimpiazzamento di lavoro in luoghi protetti o anche lo sviluppo di un ecoturismo responsabile. Al di là dell'interesse per l'ambiente, su mistero contribuisce all'economia locale in cui la creazione di attività che portano impieghi in luoghi rurali e montagnoli. Può così essere una leva per l'installazione di giovanotti bramosi di campus di summestiero, a condizione di assicurargli un quadro strutturato, sicuro e riconosciuto. Ecco pure a me domanda, qual è il piano di un Consiglio esecutivo per assicurare la salvezza e la valorizzazione di un mistero di mulatero in Corsica? Studiate la possibilità di mettere in piazza una convenzione tra istituzioni, il parco, i caselli di montagna, pastori e attori di formazione da strutturare sta filiera e scriverla di maniera piena in una dinamica di economia montagnola durevole. Ringraziavi. Ringraziabile. Allora, non c'è un mistero di mulatero. Vi ringrazio, Presidente, per le parole e consigliere per la vostra domanda. A rispondere alla piazza di 2000 livri con mica qui oggi che davvero obu è una risposta globale perché concerne parecchi uffici. Dunque ringraziamo la vostra domanda in giro un mistero che tocca a tempo a nostra storia, a nostra economia montagnola e sfide in noi della transizione ecologica ai nostri territori. Il Consiglio esecutivo sparte a vostra domanda un mistero di mulatero può giocare un ruolo strategico per i rifugi in montagna, per esempio, l'accompagnamento di leo e dei pastori, la gestione di spazi sensibili e lo sviluppo di una certa maniera di veloturismo, un ecoturismo rispettando l'ambiente, le culture e il patrimonio e le storie. Il Parco Naturale Regionale di Corsica, che gestisce i rifugi di Antogera, ha già ingaggiato cioè una marchia simile, finanziando di poi parecchi anni il fatto di trasportare il mensole di parecchi rifugi con le mule e con i nostri mulattieri. Di un'alternativa agli elicotteri, dunque di una maniera non più mica l'elicottero per via di evoluzione, permettendo in noi una valorizzazione di un mistero di mulattiero di maniera utile per rapporto all'ambiente e di maniera pratica per rapporto alla valorizzazione di un patrimonio. Donc,
faccio la mostra questa che c'è una vera coerenza a livello di posizionamento turistico, un mantenimento dei nostri usi e faccende e di noi a valorizzazione turistica e culturale che vogliamo fare. L'ufficio circondo di Corsica ha di noi già mobilizzato un'espertisa attraverso l'azione di salvezza di un patrimonio rurale in giro sappiamo già ha messo in valore di casamenti pastorali e il ricorso a tempo a questo modo di trasporto può essere integrato alle iniziative dell'ufficio circondo come un vettore di continuità tra l'usi tradizionali di casamenti a maniera di valle e muri e l'uso di trasporto e di gestione di noi durevoli di spazi visto da un punto di vista della protezione dell'ambiente. Queste faccende meritano un'attenzione particolare dei programmi di sensibilizzazione di noi all'educazione a montagna, educazione a che ne hanno fatto abbastanza, due scuole primarie, due collegi, due licei, la mia amica di Aboi perché penso che sia a Galabadi per rapportare il nostro patrimonio ambientale, culturale e storico, ma sapete di noi perché ne scontrate ogni giorno e quando si vede il cambiamento demografico di Corsica, che ci sono parecchi zideli di scuole di Vastiglio, da Iaccio e nel Trocco, conosciamo anche una capra o una vacca, o una maniera di vedere. Dunque c'è una vera sfida di andare a sensibilizzazione all'educazione alla montagna in generale, dei gestori dei territori e di noi di questo mestiere. L'ODARC accompagna sul tipo di mestiere con dispositivi di aiuto all'installazione, ci sono aiuti all'installazione di già, e a diversificazione dell'attività agropastorale, da un sostegno agli investimenti, materiale, o fatto di trasportare di noi i materiali necessari, e l'accompagnamento di quelli che vogliono portare progetti strutturando questa attività. Ci sarà di nuovo una cartola di gestione di luoghi di montagnera portata dal Comitato di Massiccio e all'ODARC che sarà presentato all'Assemblea di Corsica i primi mesi del 2026. Parleremo di gestione agricola, di rilanciare il pastoralismo per produrre e per investire i luoghi di montagnera, ma potremmo parlare di noi di questo mestiere integrato alla gestione di luoghi di montagnera. Dunque siamo favorevoli di maniera globale a messa in piazza una convenzione che potrebbe strutturare l'azione dell'insieme dei partenari, visto che ognuno già comincia da un suo lato, il barco, l'ufficio dell'ambiente, l'ufficio agricolo, il comitato di Massiccio, e dunque gestionari di siti e di rifugi, i provvisionali di montagna, di maniera a coordinare l'ingaggiamento e a sostenere di maniera durevole questa attività che può essere un'attività a mezzo all'altra, complementari all'altra, che permetterebbe un'economia di montagna ragionevole, sostenibile, e quello è importante. Dunque, la vostra assemblea a gioventù sarà informata dell'avanzata di questo lavoro qui, queste convenzioni, posto che ci sarà una cartola di estive e di luoghi montagnera all'assemblea di Corsica, e per andare ad un piano d'azione più concreto per la valorizzazione e la salvezza di un mestiere di mulattiero. Vi ringrazio. A ringrazia. E un poema che pensa a canzone mulattiero, un cantera di mica stamane, ma i più anziani qui hanno ben cabo. A ringrazia. Allora, Pauline Santelli aveva una domanda a Julien Paolini, se le qui, e uego. Salute, caro consigliere. Salute a tutti, salute Presidente. Pauline, hai la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller exécutif en charge du logement, dans de nombreuses zones touristiques, le marché locatif connaît une pression sans précédent. L'essor des locations saisonnières et la rareté de l'offre locative entraînent des difficultés pour les habitants à se loger à l'année. Alors il y a eu de nouvelles dispositions comme celles introduites par la loi Ecaniz-Lemeur qui ont démontré un impact positif sur l'accès au logement. Mais un phénomène est encore largement sous-estimé, c'est celui de la fraude au bail étudiant. Alors je le rappelle, la loi Allure a introduit en 2014 la possibilité de conclure des baux étudiants entre un bailleur et un locataire justifiant d'une inscription dans un établissement d'études supérieures.
Tout cela dans le but d'une location pendant l'année universitaire uniquement. Mais aujourd'hui, le bail étudiant, il est utilisé de manière détournée. Dans des communes qui comptent peu d'établissements d'enseignement supérieur, de nombreux contrats étudiants sont conclus avec des locataires non étudiants, dans le but, bien évidemment, de proposer leur logement en meublé touristique dès le mois de mai et jusqu'au mois de septembre, dans la période de location touristique. Les conséquences de cette fraude sont graves. Perte de logement à l'année pour les habitants permanents et précarisation des locataires qui doivent chercher un nouveau logement en pleine saison touristique. Et aujourd'hui, il n'existe pas encore de mécanisme suffisamment efficace pour prévenir et sanctionner ce détournement. Les sanctions actuelles ne couvrent pas spécifiquement ce type d'abus et les recours des locataires sont souvent longs et coûteux. Alors, plusieurs pistes pourraient être considérées, comme la création d'un registre obligatoire des baux étudiants, qui permettrait à la collectivité de Corse, aux communes et à l'administration fiscale de détecter les fraudes. On peut penser aussi à la création d'un zonage spécifique dans les différents documents d'urbanisme, et tout particulièrement le PADUC. On pense aussi à la sanction des abus par des amendes administratives, qui pourraient être significatives, l'interdiction de location touristique sur le bien concerné, ou encore l'obligation d'indemniser le locataire. Je suis bien consciente que cette problématique et les précédentes propositions, elles demandent une collaboration étroite entre l'État, les communes et la collectivité de Corse. Je voulais savoir comment la collectivité de Corse entend, à son échelle, protéger les Corses qui sont contraints de quitter leur logement à l'approche de la saison touristique chaque année. Je vous remercie. Radiabi. Avete la parola au Presidente di la UE. Merci, Madame la conseillère, pour votre question qui me permet de rappeler que la problématique du logement est au cœur des politiques publiques menées par le Conseil exécutif, votées par l'Assemblée de Corse et mises en œuvre par la collectivité de Corse. Cette question que vous posez, elle rappelle la concurrence de plus en plus forte, j'ai presque envie de dire la concurrence acharnée entre les meublés de tourisme et les logements permanents. Les logements permanents pour les gens qui vivent et qui travaillent à l'année sur le territoire corse et qui ont de plus en plus de mal à se loger dans de bonnes conditions, que ce soit en location ou en accession à la propriété. Et donc, il convient de prendre des mesures pour réguler cette croissance effrénée des meublés de tourisme et proposer une offre de logement à la fois décent et abordable pour les Corses. Vous le savez également que notre axe principal et notre priorité, c'est l'évolution constitutionnelle pour permettre d'aboutir à un statut de résident. Mais en attendant, en effet, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises, certaines qui ont d'ores et déjà été prises, et si vous le permettez, je vais en prendre quelques exemples. En 2024, l'Agence d'urbanisme et d'énergie a publié une lettre d'information sur les marchés fonciers immobiliers qui met en évidence la corrélation entre le prix de l'immobilier dans un certain nombre de communes, notamment dans les communes touristiques, et l'augmentation des meublés de tourisme. En gros, les endroits où les meublés de tourisme augmentent, les prix de l'immobilier et du foncier flambent également. Et cette corrélation, elle démontre bien que ce marché des meublés de tourisme a des niveaux de rentabilité très forts et donc est très attractif pour les investisseurs, notamment les investisseurs extérieurs à notre île. Je vous donne un exemple, un chiffre, pour ne pas vous assommer sous les chiffres. En 2024, pour le seul mois d'août, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qui a été généré par les meublés de tourisme. 100 millions d'euros sur un mois, sur le seul mois d'août pour la Corse. Donc on voit bien ici le marché que représentent ces activités-là. Et en effet, vous l'avez dit, ce n'est pas que ce détournement des baux étudiants ne concerne pas forcément la ville universitaire de Corse, pas du tout même.
Ce n'est pas la ville, loin s'en faut, qui est le plus touchée par ces problématiques de bois agricole, mais elle concerne plutôt les zones touristiques et littorales de l'île, même si la problématique du logement dans la ville universitaire est importante. Et on a récemment créé, hein, vous le savez également, puisqu'on en a débattu avec l'Assemblée d'Iaduantou, un observatoire territorial du logement étudiant. Et dans le cadre de cet observatoire, on aura également à travailler sur cette question des baux agricoles, des baux étudiants, éventuels détournements, même si ce n'est pas, comme je le disais, la ville de Corte qui est forcément la plus concernée, mais je proposerai qu'on aborde également cette thématique dans le cadre des travaux que mène cet observatoire. De manière plus globale, la question de l'observation des marchés fonciers immobiliers va être renforcée. Et donc, votre question, elle me permet aussi d'en informer l'Assemblée d'Iaduantou, puisque lors du Conseil régional Habitat-Hébergement, qui se tiendra au mois de décembre, sera proposé le renforcement du rôle et des missions de l'Observatoire des marchés fonciers et immobiliers, hein, qui existe depuis maintenant un certain nombre d'années, mais qui nécessite, je dirais, une meilleure coordination entre les acteurs, la collectivité de Corse, les agences et offices, et également les services de l'État ou encore un certain nombre de professionnels du secteur de l'immobilier qui ont également des données qu'il est intéressant de pouvoir croiser. En matière de mesures d'ores et déjà prises par la collectivité de Corse en matière de logement, depuis 2019, donc depuis 5 ans, vous savez qu'on a adopté un règlement d'aide au logement et à l'habitat, Una Casa per Tutti. On a mobilisé 67 millions d'euros en 5 ans sur cette thématique, entre 10 et 20 millions d'euros par an en fonction des années, avec création de logements communaux, aide aux primo-accédants. On a aidé 400 jeunes depuis 5 ans avec des niveaux moyens d'aide de 23 000 euros par projet, notamment des jeunes, bien entendu, et également, bien sûr, l'aide au logement social, avec une répartition des aides à 60% dans le rural pour ces dispositifs de primo-accédants. En ce qui concerne, et vous le savez, le contrôle et la prévention en matière de fraude sur ces baux étudiants, la collectivité de Corse n'a malheureusement que peu d'outils en la matière. Et donc, on axe plutôt nos travaux dans le cadre de la révision du PADUC sur la mobilisation du foncier et de la construction pour la résidence principale, en mobilisant notamment les outils de la loi Le Meur et Tchanise, l'aide aux bailleurs sociaux pour développer l'offre de logements communaux et sociaux partout sur le territoire insulaire. Et pour ce qui concerne plus spécifiquement les dispositifs de contrôle, de prévention et éventuellement de sanctions, elles relèvent pour le moment des compétences de l'État. Je vous remercie. Ringraziabi. Oggi consigliere, bon, sono domande tecniche, domande e risposte tecniche, non sta sto soggetto. Allora, c'è la domanda di Samir Beshirighi a Francisada Wasta. E normalmente è il Presidente che la risponde, e è qui. Saluto Presidente, scusate, ma io mica ho visto subito. Buongiorno, signora Presidente, mi sentite bene? E vi sentiamo. Allora, Samir Badava a sua domanda. Vi ringrazio, signora Presidente. Signor Presidente, a Francisada dura da 2 secoli e mezzo, ma la lingua non è mai stata così vicina a disparire. Malgrado certe misure pigliate per metterla in quotidiano di aiante, è di meno in meno presente in Caruglio. Peggio, è diventato un oggetto politico. Al di là, è mosso colonialista e sono sempre qui. A lettera del Presidente di UFCPE2A, Claude Perrin, a decisioni di tribunali di impedisce di parlare corso in Assemblea di Corsica. Allora, di questa lettera proprio colonialista, rammentiamo che la lingua di Corsica da poi secoli e secoli è un corso, non può impedire al popolo corso di far campare la sua lingua in terra soia. Perciò chi tocca a decisioni di differenti tribunali, quale che può impedire a un corso di parlare la sua lingua e la sua assemblea? Il problema è più grande che le sentenze di questi tribunali. Il problema è la Costituzione della Repubblica Francese, che è giacobina.
se la Costituzione non riconosce la lingua corsa, mai la lingua sarà riconosciuta da un tribunale. La rivendicazione che ci vuole portare è questa. La francisata è troppo durata. In un quadro di discussione di Beauvau, il governo francese ha fatto una proposta, quella di creare un servizio pubblico di insegnamento. La delegazione di corsi li facciano pro, allora il Presidente dell'esecutivo è incaricato di noi della lingua corsa, cosa è e come la da salvare il corso. A ringraziarvi. A ringraziarti. E Dio Presidente chi ha da rispondere. Vi ringrazio, saluto a tutte e a tutti. Vi ringrazio per la vostra questione. Ho visto una radio mica dicendo che la questione della lingua corsa, di uso, di asobiazza, di uso mantenimento, di asodramandera, la questione così è una premura maggiore per il Consiglio esecutivo, di sicuro, per l'Assemblea di corsi sana e al di là per tutti i corsi. Noi siamo di quelli che pensano che l'impegno per la lingua corsa non è mica solo l'affare di nazionalisti, ma deve essere l'affare di tutti i corsi. La lingua per tutti e la lingua di tutti e rammento che lei ha tempo un elemento costitutivo della nostra identità collettiva, tanto che popolo, ma è di noi un fattore di coesione sociale, di integrazione e di apertura al Mediterraneo, al mondo, ma di noi una fortuna a un livello mica solo educativo o culturale, ma pure economico, posto che per esempio parlare e scrivere un corso è di noi una chiave per le comunità linguistiche di lingua latina paladì più di 1 miliardo di locutori. Dunque, la lingua per noi è qualcosa di fondivo nella nostra andatura politica e sociale. Una volta che io ho detto che, voglio rivedere una stondarella nanta tutti i lavori e i rapporti che sono stati adoperati e messi in ballo, particolarmente di poi 2015, poi 2017 e poi 2021. Ma voglio rammentare di noi che nel 2014 Pier Gionga, che è sempre un membro dell'Assemblea di Corsica, aveva messo in ballo un piano per la lingua corsa e aveva portato a famosa deliberazione nanta un statuto di ufficialità della lingua corsa. Di poi abbiamo mica solo seguitato questa andatura, ma abbiamo cercato di rinforzarla, a allargarla e a arraigarla a un livello budgetario e politico. A un livello budgetario voglio semplicemente rammentare che i crediti del quadro di un piano contrattualizzati in cui lo Stato, il CPR, ha doppiato i crediti consacrati alla lingua corsa, passati da 17 milioni nel periodo sino al 2022 a 34 milioni, dunque un doppiamento. Al di là, sapete, abbiamo lavorato per un conforto dell'insegnamento mica solo bilingue ma immersivo. Abbiamo sostenuto l'azione di Scuola Corsa, la SOGI, che lavorano per un insegnamento immersivo, una riescita maggiore in cui gli impegni della SOGI, di professori e un sostegno di scuole e di comuni che accogliano queste scuole, ma anche un sostegno irrimpiazzabile da parte della collettività di Corsica, posto che rammento che mettiamo tutti gli anni più di 1 milione di euro per sostenere un rinforzo di insegnamento associativo, costituendo un contesto di
sarà dura e di riguso a livello giuridico che non è ancora stabilizzato, posto che avete visto che la Camera regionale dei conti ha considerato che sul sostegno della collettività di Corsica un'entità amica in te e sue competenze. Al di là di questo fatto c'è stato, l'avete lamentato a vostra questione, a decisione prima di un tribunale amministrativo, dopo della Corte d'Appello di Marsiglia, infine di un Consiglio di Stato, di considerare che non ci può mica essere diritto a parlare corso in della vita pubblica, in dei luoghi pubblici e particolarmente specificamente in del quadro di un funzionamento di un Consiglio esecutivo e dell'Assemblea di Corsica, allora che un regolamento che istituiva questa maniera di procedere era stato votato all'unanimità. Sapete, abbiamo fatto la scelta a un livello individuale, posto che le collettività non possono mica andare davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, abbiamo fatto la scelta, siamo parecchi ad aver fatto la scelta di portare all'Allianza davanti alla Corte europea, perché consideriamo che ricusare di riconoscere il diritto di un popolo di parlare la sua lingua in della vita pubblica è una mancanza ai diritti fondamentali. Aspettiamo diverso che da sa causa. Al di là di impegno, sapete, lavoriamo in due punti fondamentali a ricerca di ufficialità in diritto e l'organizzazione di ufficialità in dei fatti. Ufficialità in dei diritto di attraverso la domanda di revisione costituzionale, domandiamo un statuto di lingua ufficiale per un corso e dunque la possibilità di riconoscere a piazza chi dia Soia, a piazza naturale chi dia sola, a Soia in a vita pubblica e sociale, riconoscere di noi un carattere costituzionale che non è mica garantito oggi dell'insegnamento bilingue e immersivo. Avete lamentato la contestazione di un presidente di un sindacato di parenti d'allievi. È vero che politicamente siamo tutt'affatto contro questa posizione e cioè la lamentà che in diritto siamo in una situazione che potrebbe essere debole oggi se non c'era un'allianza davanti al tribunale. Tengo a lamentare di noi per quello che non hanno mica visto, posto che oggi l'estrema diritta si rivendica per ogni pochi di noi, di un popolo corso e di una lingua corsa. Tengo a sottolineare davanti all'Assemblea di Corsica una posizione pubblica di un candidato di un cosiddetto Rassemblement Nazionale in Occitania che ha lamentato che il suo partito era completamente e definitivamente opposto al bilinguismo e che propone ai zideli di imparare a scuola un'altra lingua che il francese e per esempio una lingua cosiddetta regionale era qualcosa di inaccettabile a ridere nello scono di un nostro cervello. Dunque lotta per l'ufficialità in diritto e lotta di noi per l'ufficialità dei fatti, vale a dire organizzare a spargere di a lingua corsa in dello spazio pubblico di uno degli oggettivi di un nuovo dispositivo paese città immersivi, forse che l'avete seguitato, di e incoraggisce tutte le comuni di Corsica a fare della lingua corsa una lingua d'uso naturale e spontaneo in tutti i lati della vita di tutti i giorni, che lo sia a un livello economico, sociale, sportivo, scolare
e ma passata davanti all'Assemblea di Corsica alla sessione di dicembre un regolamento e una chiama a progetti che permetterà di ridare 3 candidature di gabellista e gerato una grande città, una città mezzana, un paesolo, per lavorare in Cunelli a contenuto di carta paesi immersivi. Lasceremo passare le elezioni municipali e dopo le elezioni municipali proporremo non un fondo di un lavoro che sarà stato messo in ballo per 23 mesi a bene a tutti i comuni di Corsica di ingaggiarsi a strada di linguismo e vedrete noi che abbiamo lavorato con un canto di un regolamento d'aiuto ai comuni a riflettere una maniera di incoraggiare tutti i comuni di Corsica a lottare contro la speculazione e a lottare a pro della lingua corsa e penso che è una maniera di rispondere in noi del quadro costituzionale attuale, non ci conviene mica, ma di portare una prima risposta forte alle logiche di possesso che lo conosciamo tutte e tutti. Ringraziabi ojo Presidente. Allora, a domanda di Banawa, ad essere fatta, non so mica per quale, ma a gioventù di USTC, di Marie, chi la dava, Marie Bonavida, non t'ha ubrit su di l'essenza. Antona, scusa, Antona. Hai la parola. Vi ringrazio. Cari consiglieri, cari presidenti. Donc nous avons effectivement une question orale sur le prix du carburant en Corse. Alors, nous souhaitons attirer votre attention sur l'entente récemment reconnue par l'autorité de la concurrence entre plusieurs actionnaires de la Société Dépôt Pétrolier de la Corse, DPLC, ayant entraîné une sanction de 187,5 millions d'euros. Cette pratique anticoncurrentielle a durablement pesé sur l'ensemble de la population insulaire en affectant directement le prix du carburant. Dépenses essentielles pour les ménages corses en raison des contraintes géographiques et des infrastructures de transport. Il apparaît d'autant plus préoccupant que cette entente n'a été révélée que par l'autorité de la concurrence, qui s'est autosaisie de cette problématique. Pourtant, la collectivité de Corse dispose de leviers qu'elle pourrait utiliser pour renforcer le contrôle, lui permettant ainsi de prévenir d'éventuels abus et d'agir en amont afin d'éviter de nouveaux dérèglements du marché. Avant la détection de cette entente, tous nos concitoyens ont été impactés. Nous avons conscience que le rôle de cette collectivité n'est pas de sanctionner. En revanche, elle doit avoir un devoir de suspicion, d'alerte sur ces marchés opaques. C'est pourquoi nous souhaitons savoir si la collectivité de Corse envisage de mettre en place à l'avenir des contrôles, des dispositifs de suivi et des actions concrètes pour lutter contre ces pratiques qui gonflent artificiellement les prix et fragilisent le pouvoir d'achat des Corses. De plus, nous avons connaissance que lors de la délibération numéro 21 sur 172 du 1er octobre 2021, l'idée d'un OPMR, Observatoire des prix, des marges et des revenus, tel qu'il existe dans les territoires d'outre-mer, a été évoquée. Nous sommes conscients que la demande d'un cadre et d'une régulation de ce même type a été relancée en 2025, avec la proposition de la loi 1905, mais que celle-ci est toujours en instance. Nous souhaiterions connaître la position et la mesure de l'engagement de la CDC vis-à-vis de la mise en place de ce cadre légal et structurel existant en Outre-mer et qui pourrait être transposé en partie ou totalement à notre territoire. Vi ringraziamo. Ringraziati, Marie. Allora, je Presidente, avete la parola. Ringraziabi, simplement un rappel que je vous renverrai à la lecture des différents documents qui ont été produits par l'Assemblée de Corse, mais simplement rappeler qu'au moment de la dérégulation des prix en 1986, il y a eu conséquemment une augmentation très forte du prix du carburant à la pompe. Dès 1987, l'Assemblée de Corse a pointé cette augmentation, cette inéquité,
et ce, malgré une fiscalité sur la TVA qui est préférentielle pour la Corse. Donc, ça veut dire que malgré une fiscalité légèrement préférentielle, qui n'est pas aussi préférentielle que celle des Outre-mer, il continue d'y avoir aujourd'hui, et depuis des décennies, un différentiel important à la pompe entre le prix moyen sur les carburants et le prix payé en moyenne par l'automobiliste français dans l'ensemble continental. Ce différentiel, il varie, mais il est d'environ 12 à 15 centimes par litre sur le super et 11 centimes par litre pour le gazole. 1987, le premier constat, je tiens à le rappeler, de 1987 à 2015, il n'a strictement rien eu. Bon, les nationalistes ont accédé en 2015 au pouvoir. Nous avons eu une première discussion, y compris sur cette question avec le Premier ministre de l'époque, qui était Manuel Valls. On a l'impression que ça remonte à la préhistoire. Il n'y avait pas eu de suite. Et la première diligence significative, elle est intervenue en 2018, lorsque Bruno Le Maire, le ministre de l'économie à l'époque, est venu en Corse. Je l'ai interpellé en ma qualité de président du conseil exécutif, à la demande et avec l'accord de la majorité territoriale de l'époque, et notamment sur la question du prix des carburants, et plus généralement sur les surcoûts liés à l'insularité. Ça a débouché sur un rapport de l'inspection des finances qui pointait et constatait ce différentiel sans pour autant en expliquer les origines. En 2019, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Nous avons traité cette crise en y répondant de façon politique par l'institution d'une conférence sociale qui a notamment retenu comme thème prioritaire la question du surcoût des prix du carburant routier à la pompe. Donc on a eu une quinzaine de réunions, hors la présence de l'État, je tiens à le rappeler, qui avait été invité mais qui n'est pas venu. Et dans ces réunions, il y avait notamment les Gilets jaunes, les organisations syndicales, le collectif pour contre la cherté du carburant, mais également l'ensemble des intervenants de la filière, c'est-à-dire les transporteurs, les distributeurs, les stations-service, etc., etc. Et pour répondre à votre question, je rappelle que nous n'avons, la collectivité de Corse, aucun pouvoir ni d'injonction, ni d'investigation. C'est-à-dire que nous ne pouvons travailler que sur la base des données auxquelles nous avons accès et qui sont publiques. Par exemple, la publication des comptes des sociétés commerciales. Mais on ne peut pas aller plus loin. Ce travail de fond, il a débouché sur l'identification du surcoût global, qui procède en fait d'une multiplication de surcoûts à chaque étape de la chaîne de distribution, dans l'approvisionnement initial, dans la distribution par bateau, dans le stockage sur les dépôts pétroliers en Corse, dans la distribution par des sociétés de transport et également la distribution par un réseau de petites stations-service qui ont forcément, elles aussi, à amortir leurs coûts, y compris en prenant des marges qui sont supérieures à ce qu'on peut voir sur le continent. Un des effets atténuateurs du prix moyen en Corse n'existe pas. Un des effets atténuateurs, c'est le fait que sur le continent, de plus en plus, ce sont les grandes surfaces, grandes et moyennes surfaces, qui ont également des magasins de distribution, de vente d'essence aux particuliers, et elles vendent de l'essence à un prix pratiquement coûtant. Tout simplement parce que l'essence est un produit d'appel pour les grandes surfaces. Le problème, c'est que nous, en Corse, on a déjà beaucoup, et même trop de grandes surfaces. Si en plus, on fait disparaître le réseau de petites pompes de distribution pour confier aux grandes surfaces, on va d'un côté faire disparaître, vous le savez, hein, vous êtes tous originaires de villages, vous savez que dans les villages de l'intérieur ou dans les régions de l'intérieur, il y a souvent des petites stations-service qui sont aussi des lieux de vie
pour la Piève et pour la région. Donc nous, il faut qu'on arrive à faire diminuer le prix de l'essence sans pour autant déstructurer le tissu économique et social insulaire, qu'il s'agisse des transporteurs ou qu'il s'agisse des réseaux de distribution, même s'il faut progressivement sortir en sifflet. Il y a à l'évidence trop de stations-service en Corse. Une fois que j'ai dit ça, ce que ce travail a permis d'identifier également, c'est que parmi l'ensemble des surcoûts que je viens d'évoquer, celui qui est à la fois le plus important et le plus anormal, c'est celui qui procède de la situation de monopole dans l'approvisionnement et le stockage. Et ça, on en a eu l'intuition, malgré les échanges qu'on a eus avec les compagnies qui viennent d'être condamnées et qui contestaient cela, on l'a mis en lumière et ça a débouché sur la délibération d'octobre 2021. Étant précisé qu'il y a eu également un rapport de l'autorité de la concurrence qui n'a jamais été rendu public par l'État, malgré les demandes réitérées de l'Assemblée de Corse. Donc c'est dans ce contexte-là et au lendemain de la délibération et de la saisine du Premier ministre qu'a eu lieu l'intervention de l'autorité de la concurrence, qui a également été saisie par le groupe Ferrandi en Corse, il faut le dire, parce que c'est la réalité. Le groupe Ferrandi qui était lui-même victime des pratiques de ces entreprises en situation de monopole. Donc aujourd'hui, la situation, quelle est-elle? Nous sommes à l'état d'une décision. J'ai un écho. Pourquoi? Vous m'entendez bien? Oui, Président. On entend bien et il n'y a pas de micro branché, donc c'est peut-être à la technique. Bon, moi, j'ai l'écho de ma propre voix. C'est un peu désagréable. C'est la technique, vous pouvez regarder pourquoi. Bon, je termine. Nous sommes à l'état d'une décision de l'autorité de la concurrence qui a sanctionné les actionnaires de la Société des dépôts pétroliers de la Corse à concurrence de 187,5 millions d'euros. Bon. Cette décision est exécutoire, mais elle n'est pas définitive. Les sociétés condamnées ont fait appel devant l'autorité de la concurrence. Depuis 2021, le Premier ministre a été saisi d'une demande de modification législative et réglementaire, notamment pour mettre en place un système de veille sur les prix et éventuellement d'encadrement des prix pour éviter qu'ils ne débordent trop. C'est ce à quoi vous faisiez référence. Nous ne pouvons pas intervenir, nous, spontanément. Nous avons besoin d'une modification législative et réglementaire qui a été demandée et qui, comme tant d'autres, est restée sans réponse. De la même façon, nous avons demandé qu'il soit mis fin à la situation de monopole qui a été pointée par l'autorité de la concurrence. Et nous avons demandé notamment d'envisager un système de société d'économie mixte, voire tout simplement une publicisation de l'approvisionnement et du stockage pour éviter que des grands groupes ne fassent des surmarges. Donc ces propositions, elles sont posées et elles ont été renouvelées à chaque rencontre avec les gouvernements successifs. J'en ai la chronologie précise. Dernier élément en date, j'ai écrit, vous le savez, en début de semaine au Premier ministre pour lui rappeler tout ça et pour lui demander deux choses. Premièrement, même si la décision n'est pas définitive, c'est politique. Normalement, les condamnations, elles vont vers le trésor public. J'ai demandé au Premier ministre qu'on réfléchisse à une façon de redistribuer cette somme, a fortiori si la condamnation est confirmée de façon définitive, auprès des consommateurs corses qui ont été victimes de ces comportements. Première réponse. Juridiquement, c'est difficile, mais je pense que c'est politiquement, c'est légitime de le demander. Deuxièmement, j'ai redemandé au Premier ministre qu'il ouvre un vrai cycle de discussion en présence du ministère de l'Économie et des Finances, en présence des différents organismes concernés qui ont des pouvoirs d'investigation pour aller dans les entreprises en situation de monopole, expertiser leurs comptes et regarder si oui ou non, comme nous le pensons, les surprofits existent. Nous en sommes persuadés.
Et donc, pour mettre un terme à cette situation, le Premier ministre est saisi. La décision de l'autorité de la concurrence a créé une situation nouvelle. Je sais que, y compris au moment où on parle, je me suis entretenu avec les députés de la Corse et sénateurs. Ils sont reçus par le ministre Lescure. Je crois qu'ils vont répercuter cette demande d'ouverture d'un cycle de discussion. Je crois d'ailleurs qu'il y a même le représentant qui est de collectif contre la cherté de la vie, la cherté du prix des carburants, qui a été invité par un des députés. Mais au-delà de la présence des uns et des autres, les choses elles sont clairement sur le tapis. C'est un problème qui est complexe. Est-ce que l'État a la volonté politique et économique de répondre à la sollicitation et aux propositions de l'Assemblée de Corse et de mettre un terme à un système qui est aujourd'hui extrêmement préjudiciable pour l'ensemble des Corses? Nous aurons la réponse dans les quelques semaines. Là comme ailleurs, c'est un combat que nous menons au quotidien de façon inlassable depuis des années. Bien, merci Président pour cette réponse très complète qui démontre que la question du prix des carburants est un sujet sur lequel la collectivité a travaillé, l'exécutif en particulier a travaillé depuis maintenant plusieurs années, au travers en particulier de la conférence sociale. Donc la balle est dans le camp de l'État, là. Hein. C'est à eux de savoir ce qu'ils veulent faire en matière de lutte contre les monopoles, les duopoles et les oligopoles. Et ce n'est pas que pour le prix du carburant, je précise, il n'y a pas que ce marché de l'énergie qui est concerné. Merci en tout cas pour cette question qui relève du quotidien, mais qui est particulièrement opportune. Alors, nous avons maintenant une question. On a demandé d'abord que cada esevata da Andrea Vilidori Gardosi per Bogge Nazionale e a Barola. Vi ringrazio Presidente per a Barola. Présidente du Consiglio Executivo, le projet d'écriture constitutionnelle devrait être présenté devant le Parlement dans le courant de l'année 2026. Selon la déclaration de politique générale du Premier ministre le 14 octobre dernier, un projet de loi constitutionnelle pour la Corse est prêt. Rien ne serait pire pour l'État que de renier sa parole. Le projet est donc toujours d'actualité. Toutefois, bien qu'ayant été voté par une très large majorité à l'Assemblée de Corse, les mois à venir concernant ces écritures soulèvent de nombreuses questions. Ainsi, la professeure de droit public Karine David affirmait dans les colonnes du Riombe en avril 2025 que la rédaction actuelle des écritures constitutionnelles ne permette en aucun cas la mise en place d'un statut de résident permettant de limiter l'accès à la propriété en Corse, ou encore qu'un véritable pouvoir législatif autonome à l'Assemblée de Corse paraît voué à l'échec. Aussi, au micro d'une émission Politigament et sur RCFM, le président Jean-Guy Talamone assurait le 22 avril dernier que les écritures constitutionnelles n'avaient aucune chance de déboucher sur un pouvoir législatif réel et qu'elles seraient la porte fermée à la co-officialité de la langue, au statut de résident et à la reconnaissance des droits du peuple corse ou encore à la corcisation des emplois. Au contraire, don Joseph Lucioni, que je salue, qui est avec nous, conseiller territorial FA Popolo Insem, déclarait la semaine suivante au micro de la même émission que le projet d'écriture constitutionnelle ne fermait pas la porte du tout à la co-officialité de la langue, au statut de résident ou encore au droit collectif du peuple corse. Ainsi, face à des lectures juridiques totalement opposées sur les possibilités offertes par ces écritures constitutionnelles, entre ceux qui affirment qu'elles pourraient répondre aux principales revendications du peuple corse et ceux qui estiment qu'elles les rendent inaccessibles, comment les Corses peuvent-ils se positionner alors même que la majorité d'entre eux ne disposent pas de connaissances juridiques nécessaires pour en juger par eux-mêmes et que nous serons sollicités, si le projet aboutit au Parlement, par la voie du référendum. De plus, sur quels appuis juridiques concrets la majorité territoriale s'appuie-t-elle pour affirmer que les futures écritures constitutionnelles permettraient d'accéder à une véritable autonomie législative et de répondre aux principales revendications nationalistes, alors qu'une experte de droit constitutionnel soutient précisément l'inverse? Biring Radio. Un conseil, n'écoutez plus la radio. Bonjour, Président. Merci. Allez, cours de droit constite ce matin. Non, c'est une question importante et compréhensible. Vous m'entendez? Je dis donc, c'est une question importante et compréhensible. Je ferai une double réponse, juridique et politique. Au plan juridique, je respecte tout à fait les positions de Madame Karine David, professeure de droit public.
Je rappelle, mais vous le savez, hein, que toute question de droit constitutionnel suscite toujours une controverse doctrinale et des débats souvent à n'en plus finir entre les différents experts. Moi, ce que je veux vous dire simplement, c'est que nous, on a travaillé, vous le savez, notamment, mais pas exclusivement, avec Vanda Mastor, qui est professeur agrégé de droit constitutionnel, qui donc connaît parfaitement la matière. Nous avons travaillé avec un certain nombre d'autres publicistes et constitutionnalistes. Et oui, à l'évidence, le projet d'écriture constitutionnelle tel qu'il est aujourd'hui rédigé pose le socle pour qu'un pouvoir législatif soit reconnu à la collectivité autonome de Corse. Et notamment, ce pouvoir législatif a vocation à être précisé dans ses modalités de mise en œuvre par la loi organique à intervenir. Et au-delà du débat juridique, j'ai envie de vous dire deux choses. Premièrement, c'est bien pour cela que l'Assemblée de Corse a statué de façon claire, et je vous renvoie au-delà de la délibération validant le projet d'écriture constitutionnelle le 27 mars 2024, je vous renvoie à la déclaration politique solennelle des élus de la délégation de la Corse, signée le 23 février 2024 par l'ensemble de la délégation, à l'exception de Jean-Martin Mondologne et de Jean-Jacques Panuzzi. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont opposés au pouvoir législatif que le projet d'écriture constitutionnelle consacre. Et de la même façon, aujourd'hui, le gros de la discussion se fait, vous le savez, notamment avec le Sénat, parce que en l'état actuel de sa position, le président Gérard Larcher, élu parti important du groupe Les Républicains, est opposé à la reconnaissance d'un pouvoir législatif pour la collectivité de Corse, pouvoir législatif que consacre le projet d'écriture constitutionnelle. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que le statut d'autonomie que permettra, je l'espère, si elle est adoptée, la révision constitutionnelle est le statut d'autonomie idéal que nous voulons? Non. Qu'on soit indépendantiste ou qu'on soit autonomiste. Nous, le point d'équilibre autour desquels nous avons rallié la totalité des forces nationalistes représentées au sein de l'Assemblée de Corse, à l'exclusion de Josefa Giacometti, mais qui n'a pas voté contre, mais qui s'est abstenu, le projet, c'est celui de la délibération du 5 juillet 2023. Pour nous, ça, c'est un exemple achevé d'autonomie. Maintenant, est-ce que le projet d'écriture constitutionnelle, à l'heure actuelle, permet d'aller vers un pouvoir législatif? La réponse est oui. Il est précisément rédigé pour cela. Est-ce qu'il permet d'aller vers un pouvoir législatif à travers la loi organique? Donc oui, le projet d'écriture constitutionnelle actuel pose le principe de la reconnaissance constitutionnelle d'un pouvoir législatif. Deuxièmement, il pose le principe de la reconnaissance constitutionnelle d'un statut de la langue corse. Et troisièmement, il pose le principe de la reconnaissance constitutionnelle d'un statut de résident dans le domaine immobilier. Donc, sur ces points-là, les prérequis que nous avions validés ensemble sont effectivement remplis. Reste maintenant à faire valider ce projet d'écriture constitutionnelle et à construire la loi organique qui viendra organiser le statut d'autonomie. Et ça, ça reste encore à faire le plus vite possible, et notamment, je l'espère, dès le mois d'avril et avant l'été, en ce qui concerne le vote du Congrès sur le projet d'écriture constitutionnelle. Ringraziabi, Presidente. Tamanta strada, a digia prima. Ma gema yundie. Allora, a domanda Ghibana Awada e Sevata da Uige, Presidente. Giulio Antone Susini. E da parola. Ringraziare. Gio Presidente di Lisegudio. Prima, voglio portare
sostegno tamonta ai 3 giovani arrestati ieri e che sono sempre oggi in guardia vista. La repressione non sarà mai una soluzione politica. Assaltato il 2 di marzo 2022 in una prigione d'Arla in Francia, in cui la violenza e la barbarie che noi conosciamo tutti. La morte di Ivan Colonna ha fatto nascere un'emozione tamonta e un riprovo mai conosciuto in Corsica. La nostra gioventù si è mobilizzata in carruggi perché la giustizia verità per Ivan. Tanto cominciavano le negoziazioni e discussioni per ciò che oggi è chiamato processo di Beauvau. Dopo 3 anni di inchiesta e un rapporto parlamentario proprio ben messo in ballo, che ha permesso di palesare parecchi elementi affannosi per i servizi francesi e a questura antiterrorista. Pochi tempi fa, la giustizia francese ha deciso di classificare senza seguito questo cartolare, mandando a spasso la volontà di una famiglia, di suoi amici e di un popolo sano che vuole conoscere la verità anante i comanditari e le condizioni dell'esecuzione di Ivan Colonna. Signore Presidente dell'Esecutivo, potete dirci, conformemente alle vostre dichiarazioni a prim'ora o l'indomani di questo assalto dannoso, a Chinesimo, che elementi avete e che avete l'intenzione di fare. A ringraziarvi. A ringraziati. Allora, signor Presidente, Zidegui? Di sicuro. Ringrazio per la vostra missione, avrei anche una pensata per i giovani. Sono stati interpellati ieri, sono mica delle risorse, li sono stati capiati e spero e domando che la sia così, di sicuro abbiamo a fare a fare che supportare che li siano interrogati dalla polizia per un so che i giovani alla sua piazza, nella sua famiglia, nel suo paese, ai studi o al lavoro. Per livello non te la fare l'assassino di Ivan Colonna. Sapete vecchi, su fatto drammatico, face parte della nostra storia collettiva e io a tempo a responsabilità nel quadro di una funzione attuale di portare verso il governo e di liberazione dell'Assemblea di Corsica e c'è da arrivare perché è una stondarella e intanto che militante uomo era avvocato di impegnarmi in questa domanda di giustizia e di verità di modo forte. Veramente, forse che siete troppo giovani, ma non so desse dove sono avvocato e ho passato quasi 15 anni a difendere Ivan Colonna davanti all'istruzione e davanti alle corti d'assise speciali. Tengo a salutare il lavoro che è stato fatto dai deputati Marcangeli e Don Felice Accoiva. Don Felice Accoiva è qui. Vi posso dire che quando la piata la decisione Don Felice di ingaggiarsi come l'ha fatta in Parigi dopo l'assassinio di Neanu Bulsudu assai, Laurent Marcangeli è stato coraggioso di noi e ha giocato un gioco di verità. La commissione ha permesso di avanzare assai, ma fermo persuaso che in certi scorni di servizi di Stato non c'è mica volontà di giungere alla verità e che di una maniera o dell'altra hanno cercato nei pochi a imparare la verità. Dunque, chi possiamo fare? Prima vi voglio rammentare che sono mica un capo dopo a un rigoglio di inchiesta a trasmissione dell'articolo 40 fatta dalla Commissione, abbiamo adoprato una mozione giustizia e verità per Ivan Colonna che è stata votata all'unanimità
fuori la diritto, una mica il Sud partecipa a voto, ma tutti gli altri hanno votato a pro di questa mozione. E in questa mozione l'Assemblea di Corsica, in cui sostegno il Consiglio esecutivo, ha palesato la sua solidarietà sana con la famiglia di Vancolona e con tutti quelli che domandano la verità nante le circostanze di uso assassinio. Ha fatto parte l'Assemblea di Corsica della sua emozione del quadro di un ricorso di inchiesta dopo la trasmissione dai deputati Acquaviva e Marcangeli di un articolo 40. L'Assemblea di Corsica ha domandato allo Stato di mintuare di maniera chiara e pubblica la sua volontà di giungere a una manifestazione sana di verità, compreso la questione della responsabilità dei differenti servizi. Ha domandato di noi l'Assemblea di Corsica del rispetto della separazione dei poteri, che la giustizia fia veramente il suo lavoro e in tutti i domini. E mi ha domandato infine questa Assemblea di Corsica che faccia parte di Modueri, di Presidente del Consiglio esecutivo, di continuare nel quadro di tutti i incontri in cui lo Stato e il governo di domandare giustizia e verità per i Vancolona. Allora, penso che l'istruzione è stata compiuta, la famiglia di Vancolona è partita civile, a sapete, penso che da qui a poco ci sarà un processo, spero che sarà l'occasione di capire meglio ciò che si è passato e soprattutto di buone questioni pubblicamente a tutti i protagonisti di questo affare vergognoso e inaccettabile. Ringraziabi o Presidente ma di sicuro una pensata gumosa per Ivan e di noi per la sua mamma che se n'è andata all'Ederno l'altro giorno. Ecco. Allora c'è un'ultima domanda a bocca che da esse va, non so mica da uguale, ma di un gruppo Fronte Popolare, di Lea, che la da buone, ecco, Lea Ferrandi aveva da parola. Alors, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, en février 2025, lors de la session ordinaire de l'Assemblée de Corse, la délibération de l'Assemblée de Corse relative à la lutte contre les pratiques mafieuses, proposition pour une société corse libre, apaisée et démocratique, a été adoptée, installant un cycle de travail inédit dans la lutte contre la mafia en Corse. L'alinéa 9 du chapitre 4 de cette délibération mentionne l'engagement de la collectivité de Corse à se porter candidate auprès de l'AGRASC, donc l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en tant que personne morale pour bénéficier de l'affectation de biens confisqués et les attribuer à des projets d'intérêt général. Aujourd'hui, quel est l'état de cette candidature? Je vous remercie de l'attention portée à ma question. Efficace sur le plan de la forme. C'est une vraie question très ciblée. Bien, merci. Alors, Président. Merci pour la question. Vous rappelez donc le travail qui a été mené et qui a débouché sur la délibération de l'Assemblée de Corse votée à l'unanimité. Vous rappelez également au moins en filigrane l'évolution des dispositions législatives relatives à la saisine des biens confisqués par la GRASC, l'agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Dans ce cadre, les collectivités locales ont été sur le principe autorisées à soumissionner pour être attributaires des biens confisqués. La délibération a prévu que la collectivité de Corse se porte candidate pour bénéficier de l'affectation des biens qui seraient éventuellement confisqués, notamment sur le territoire insulaire.
le décret organisant cette candidature et la rendant possible techniquement, juridiquement et matériellement est paru le 21 novembre dernier, donc c'est tout récent. Et nous allons évoquer cette question lors de la réunion de la commission contre les pratiques mafieuses. Et dans le cadre des possibilités offertes par ce décret, la candidature de la collectivité de Corse, conformément à la délibération votée à l'unanimité, sera formalisée dans les tout prochains jours ou toutes prochaines semaines. Je rappelle, pour être tout à fait complet, que dans le cadre de ce décret, il est prévu que l'Agrasc organise pour chaque bien concerné une procédure fondée sur la publicité et la concurrence, donc un appel, une mise en concurrence des différents projets portés par les personnes qui se portent candidates à l'attribution du bien confisqué. Les critères d'examen des candidatures sont les suivants: usage futur de l'immeuble et contribution à l'intérêt général, capacité de la collectivité à gérer le bien. Dans la mesure du possible, le bien doit être utilisé pour un projet lié aux raisons de la confiscation. Par exemple, un immeuble saisi puis définitivement confisqué à un marchand de sommeil pourra être réhabilité en logements sociaux. Donc, il me semble que le principe des rappels à concurrence est intéressant. Je crois que la collectivité de Corse a toute légitimité pour répondre à ces critères. Et donc, dans la continuité de la délibération et en application de celle-ci, nous nous porterons candidats. Très bien, réponse très claire. On vous fera des propositions, Monsieur le Président, de fléchage des fonds qui seront récupérés. Merci. Ce n'est pas les fonds, c'est des biens. Hein. Oui, c'est les biens, c'est les biens. Il s'agit de biens immeubles. Mais on peut les vendre. Je me permets, oui, de vous poser une question, parce que je ne connais pas le mécanisme, mais les biens peuvent être vendus ou pas? C'est l'autorité qui confisque qui choisit. Elle peut choisir de le vendre purement et simplement, y compris par appel à projet, mais elle peut également décider de faire un appel à projet de mise en concurrence publique. Et dans ce cadre-là, il va y avoir, par exemple, des candidatures de privés, et le texte de loi avait prévu que des collectivités territoriales peuvent également se porter candidates. Et le décret d'application de ces dispositions législatives vient de sortir. Donc, pour pouvoir se porter candidat, il faut faire l'objet d'un agrément, et c'est cet agrément que nous allons solliciter. Donc, a priori, l'esprit de la loi, c'est bien sûr, on ne va pas aller, là j'ai cité l'exemple du marchand de sommeil, et je veux dire, on ne va pas, je ne sais même pas d'ailleurs si on aurait un intérêt juridique à le faire, mais on ne va pas se porter candidat auprès de l'Agrasc pour faire l'acquisition d'un immeuble au centre-ville de Grenoble loué par un marchand de sommeil. Non. Mais par contre, si demain, notamment dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et les dérives mafieuses, il y a par exemple un bien immobilier ou une exploitation agricole, etc., qui est saisie, eh bien, si l'État décide de vendre ce bien, il y aura une procédure de mise en concurrence, et dès lors que nous aurons été agréés, nous pourrons nous porter acquéreurs en portant un projet qui, comme le dit la loi, dans l'idéal, doit avoir, je dirais, un rapport avec l'infraction initiale. Voilà, si merci. Par exemple, ouais. Vous avez compris. Hein. Oui, merci pour ces précisions, non, mais c'est bien. Un peu calqué sur ce qui se fait en Italie, notamment, où des associations d'utilité publique, mais également des collectivités, ont récupéré, par exemple, on a l'idée, en Sicile, la maison d'un mafieux qui est devenu un commissariat, des terres agricoles qui sont exploitées par une coopérative, etc., etc. Merci, Monsieur le Président, donc, pour ces précisions. Et je rappelle que l'Assemblée Adjuntu a été présente dans les différents ateliers
que nous avions mis en place concernant, à la suite de la session extraordinaire relative à la lutte contre les dérives mafieuses, et que l'Assemblée a dit adieu à tout, est présente aussi, c'est Flora qui est présente, la présidente, la vice-présidente, dans le cadre de la commission ad hoc qui a été proposée de lutte contre les dérives mafieuses, et la première réunion a eu lieu la semaine prochaine, et il y en aura une autre avant la fin de la session. Donc il y a effectivement des retours. Bien, nous avons terminé avec les questions orales. Juste 2 informations et nous allons suspendre la séance. Donc j'ai été avertie le 25 août dernier que la représentante de la CGT, Madame Ryan Ntita, démissionnait de l'Assemblée d'Iadiouentou. Le 17 octobre dernier, c'est Clara Fanti aussi qui a mis fin à ses fonctions, qui a présenté sa démission. Afin de les remplacer, et conformément à une délibération que nous avions prise, nous avons sollicité les organismes qui avaient désigné ces personnes, c'est-à-dire la CGT d'un côté et le syndicat EUNID, voilà, et les désignations ont été faites parce qu'ils avaient des suppléants, donc ce sont les suppléants qui sont montés. Donc un a déjà été présenté, c'est Bastien Lozano, et l'autre c'est Paolo Antone Albertini. Je ne sais pas s'il est là. Non, on est dans Cadjungue. Eh bien, obireremo a prossima urta. Non c'è mica problème. Ecco. Par ailleurs, donc ça, je vous demande d'en prendre acte. Deuxième communication, il y a du mouvement dans les groupes. Voilà. Donc c'est Marie-Caroline de Peretti qui quitte Bodge di Lavan et qui passe en non inscrite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, je lève la séance. E ci andiamo a mangiare qualcosa. La segretaria generale dice andiamo a mangiare qualcosa. Dunque andiamo a mangiare qualcosa. Ecco, siete invitati tutti. Ringraziavi.
da un mercato di Natale stasera, ma se noi sortiamo a mezzanotte ci staremo qui e aspettiamo un bambino, amico. Non ci sortite più. Penso che per l'emendamenti l'affare sono fatti a poco presto. Ora c'è la stampaglia, c'è stata una correzione che è stata fatta, c'è stata una convergenza. Dunque, adesso è stampato dall'amministrazione, dopo la rete, sono già mandati. Bon, allora vabbè, e poi ne parliamo dopo quando abbiamo da esaminare le mozioni. Dunque, ribiamo l'ordine di giorno. C'è ora un dibattito d'orientazione generale, non a Barida e ciò che lo si può passare a prossime elezioni, posto che, come sapete, c'è una nuova legge di Barida anche per le piccole comuni, per le piccole municipalità. Dunque, io vado a parola, mi dico quelli che vuole parlare prima, e poi c'è la segretaria di sessione che ha i tempi di parola e a me va per un meglio. Ecco, allora, quelli che vuole via a parola. Et Angélique. Merci Madame la Présidente. Afin d'ouvrir ce débat, permettez-moi de commencer par situer la place des femmes en politique. Tout d'abord, rappeler que les femmes n'ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité en France qu'en 1944. Ensuite, la parité n'a été instaurée qu'en 2000 grâce à la loi sur la parité,
Comme vous l'avez mentionné dans votre discours ce matin, Madame la Présidente, cette loi a été votée en 1999 à une très large majorité. Cette loi impose la parité dans les élections régionales, sénatoriales, européennes, ainsi que dans les municipales pour les communes de plus de 3 500 habitants. En 2013, la réforme a été étendue aux communes de plus de 1 000 habitants. Récemment, en 2024, la présidente de l'Assemblée nationale a proposé d'imposer la parité pour les élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants. Ce projet a relancé le débat sur la parité à l'échelle locale. À la grande différence des années 2000, cette loi a été adoptée cette année, donc 25 ans après, dans la douleur, avec seulement 206 votes pour et 180 votes contre. Alors même que la société affirme de plus en plus l'importance de l'égalité homme-femme, l'adoption difficile de cette loi en 2025, bien loin du large consensus des années 2000, révèle un paradoxe inquiétant. Comment expliquer une telle opposition qui témoigne d'un certain recul dans la progression de la représentation des femmes en politique? Les communes de moins de 1 000 habitants représentent 70% des communes françaises, 13% de la population y vit. Pourtant, les conseils municipaux ne comptent que 37,6% de femmes contre 48,5% dans les communes de 1 000 habitants. En Corse, 304 communes sur 360 ont une population inférieure à 1 000 habitants, soit 84,4% du total. Pourtant, même si la population semble être équilibrée entre hommes et femmes, les maires restent très majoritairement des hommes. Alors comment expliquer cela? Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce déséquilibre, notamment les arguments pratiques, la difficulté d'établir une liste, le fait que la parité puisse sembler symbolique ou encore la réticence de certaines femmes à s'engager. C'est effectivement un défi de taille dans des territoires où le vivier de candidates reste limité. Est-ce une question d'habitude? On a longtemps associé la fonction de mère à la figure masculine, perçue comme ancien du village ou chef de famille. Ce modèle traditionnel perdure encore aujourd'hui, créant une forme d'inertie sociale. Il faut aussi tenir compte d'une réalité, la charge mentale. Souvent plus lourde chez les femmes, qui limitent leur disponibilité et leur engagement. La parité doit être pendant l'évolution des droits des femmes et de leur place dans la société, la famille et la vie professionnelle. Cependant, la parité au niveau local présente des avantages aussi. Elle permet de diversifier les points de vue et d'améliorer la qualité des décisions. Alors aujourd'hui que la loi est adoptée, le débat ne porte plus sur le principe de parité, mais sur le travail à mener pour encourager, accompagner les femmes à s'engager pleinement dans la vie politique locale. Cette loi illustre parfaitement que le fait que légiférer est nécessaire pour corriger l'inégalité homme-femme. Cela révèle aussi que cette égalité n'est pas encore naturelle et que justement l'objectif doit être de tendre vers une situation où la parité doit s'opérer naturellement sans qu'il soit nécessaire de recourir à la loi pour la garantir. N'oublions pas qu'en Corse, aujourd'hui 2 femmes sont à la tête de 2 institutions, l'Assemblée de Corse et le CESEC. N'oublions pas que la Corse a été précurseur en la matière lorsque Pasquale Paoli a permis aux femmes de voter dans la Constitution de 1755. Pourquoi ne pas poursuivre dans cette lancée et faire de nouveau de notre territoire un exemple en matière d'égalité, en démontrant qu'il est possible de bâtir une société où les droits et les opportunités ne dépendent plus du genre. Ringraziami. Ringraziati. Bella introduzione e belle problematiche che sono messe in avanti. Allora, Florian. Ringraziavi. À titre personnel, je suis convaincu que le manque de représentativité des femmes dans la vie politique n'est ni une question de manque de compétences, ni d'absence de légitimité. C'est une question de changement de mentalité, d'évolution de la société. Changement de mentalité chez les femmes également, qui, si on s'en fie au nombre de témoignages de femmes ayant exercé des fonctions électives importantes, qui affirment que sans les différentes lois parité, n'auraient jamais cru que cela soit possible, du fait d'avoir évolué dans une société majoritairement masculine, notamment en termes d'incarnation politique. Et donc, le fait d'avoir imposé les règles d'égalité aux grands appareils, j'en suis convaincu, a créé des vocations atteignables par la simple image d'assemblée de plus en plus mixte. Je suis sûr que, comme moi, en cette période préélectorale, vous discutez ou discuterez avec des militants historiques qui, par leur anecdote, vous citeront les listes des années 80 où les noms masculins s'enchaînent sans fin. Vous serez d'abord, comme moi, interpellés, puis vous réaliserez qu'au fond, notre génération a totalement acquis la notion de parité et que c'est devenu, d'une certaine façon, pour nous naturel. Donc je me réjouis qu'aujourd'hui, le maillon de la chaîne manquant soit aujourd'hui à sa place, celui des petites municipalités. Alors certes, c'est une loi qui arrive tard dans le mandat,
Sans doute aurait-il fallu le temps de s'y préparer davantage. Sans doute que les maires et candidats doivent actuellement se creuser la tête afin de constituer leur liste. Ce sera certainement dur, mais je suis sûr que dans 5 ans et au-delà, les volontaires taperont aux portes des mairies pour s'impliquer dans les démarches. Car les femmes sont déjà impliquées dans leur commune, associations, comités, toutes sortes de bénévolats qui font vivre nos petites communes. Qu'est-ce qui les empêcherait alors de passer le pas de l'engagement politique ? Pour finir, je dirais qu'à l'époque du déficit de vocation à cet échelon, c'est au final au-delà de la question de justice qui est pour moi primordiale sur ce sujet. Cela devient même une question de bon sens et de pragmatisme que de vouloir attirer plus de la moitié de notre population à s'engager de la sorte. Ringraziavi. Graziati. Altre domande di parola? Léa. Merci Madame la Présidente. Alors, tout d'abord, je voudrais souligner une chose, c'est la différence fondamentale entre le fait que les femmes soient élues et que les femmes s'engagent et fassent de la politique. Être élu n'est pas une garantie de s'impliquer pour les droits des femmes, et faire de la politique, ce n'est pas forcément être élu. On peut voir sur les murs de Corse aujourd'hui fleurir des messages féministes liés à la condition des femmes, à la lutte contre les violences faites aux femmes, qui sont des messages éminemment politiques. Parenthèse fermée. Les femmes, quel que soit leur milieu social, ont toujours pris part à la politique, même si cela ne prenait pas des formes institutionnelles. La question à se poser concernant la question de l'égalité homme-femme et de ce que cela apporte à la société quand il est question de parité, c'est évidemment qu'est-ce qu'on veut derrière cette parité, qu'est-ce qu'on recherche. Il est évident que permettre aux femmes de prendre leur rôle légitimement politique dans une société où elles représentent la majorité de la population, qu'elles puissent prendre leur place au sein de la cité pour se représenter et représenter toute cette catégorie de population est parfaitement légitime. Alors elles sont la majorité de la population dans un système qui aujourd'hui ne fait pas l'objet de discussions dans ce débat. En effet, là, le débat il est centré autour de la parité au sein des municipales. Quand on pose cette question, si on est pour ou contre la parité au municipal, quelque part on sous-entend qu'on est d'accord avec un système institutionnel qui est derrière, qui pourtant casse la solidarité entre les classes sociales et la solidarité à l'intérieur de ces mêmes classes. Un système qui permet aujourd'hui à l'extrême droite de faire plus d'une voix sur 3, alors que plus personne ne croit ni à la démocratie, ni aux promesses des uns et des autres. Dans un système où l'opinion publique est devenue un bien de consommation et de manipulation comme un autre. Donc c'est à partir de ce constat-là que la question de la parité homme-femme au municipal, elle est importante, évidemment. Mais il ne faut pas oublier les grandes questions qui sont derrière. Les refontes institutionnelles. Faire en sorte que la démocratie soit réelle et qu'elle ne mette personne en porte-à-faux, ni les femmes, ni les minorités. Je voudrais finir sur ceci. Ayez bien conscience que la participation des femmes en politique est permanente, constante, forte, y compris quand le système ne veut pas leur donner de place officielle. Nous sommes bien placés encore en Corse pour savoir que la politique ne se fait pas dans les urnes systématiquement, et même que ce passage aux urnes, parfois, ne peut être que symbolique. Il appartient à chaque société de décider si elle veut voir les femmes, particulièrement celles issues des classes sociales ouvrières et défavorisées, être incluses pacifiquement, ou si cette place doit être prise par la violence, comme l'histoire l'a maintes fois démontré. Ringraziati Léa. Altre domande di parola? Jean-Laurent. Ringraziavi la Presidente. Bon, prima di cominciare a contrastare non tasso soggetto, potremmo parlare di contrasto. Penso mica perché mi pare che a Piazza di Donne in politica faccia l'unanimità. I donne in politica, soprattutto in Corsica, hanno sempre avuto una piazza primorosa, di primore, e hanno sempre avuto uso la parola di... Allora, secondo l'orientazione di dibattito, abbiamo da parlare di Piazza di Donne, abbiamo parlato di legge che entra che è messa in bado dunque a parità in i comuni di meno di 2000 abitanti, e porterà
di un punto di vista appena di più misurato, perché questa legge mostra un affare importante, un affare che mostra lo scarto tra l'elite francese e la conoscenza di un terreno, perché in paesi per fare una lista con una parità schietta adesso un castigo. Può essere che a un mese di marzo in Corsica ci siano parecchi comuni che siano amministrati da prefettura. Questa è una realtà che ci la rifletta quantunque. E dopo, innanzi di riflettere sul fatto che non ci siano di più uomini, di più donne a dritta manca, parliamo di progetto per i nostri comuni. Parliamo di che visioni vogliamo a lungo andare, che vogliamo per l'alloggio, che vogliamo per l'accesso a terra. Di qui è il soggetto di questi municipali. Non penso mica che tu sia prima che tu ci sia di più donne e di più uomini, perché anche nei paesi sono convinto che ci saranno donne che porteranno progetti di sviluppo per i suoi paesi proprio interessanti. Allora, a un mese di marzo, so mica se in Ajaccio in Bastia ci sarà una donna mere di nostra città, ma poco un prima. Io voglio prima che nelle nostre città ci siano visioni di sviluppo sincere per l'economia, per tutto ciò che i corsi cercano oggi, a volontà e a voglia di ispirare dopo aver votato. Ecco la mia visione. A ringraziarvi. A ringraziati. Marie. Oui, merci. Alors, nous, on voulait vous donner notre avis sur la parité. Alors, bien évidemment, on est pour, pas de doute là-dessus. Pour la parité, la place des femmes en politique est importante. Maintenant, c'est difficile pour les femmes de trouver leur place, puisqu'historiquement parlant, généralement, ce sont des hommes qui sont en politique, qui sont sur les listes électorales, qui sont maires des villages, maires des villes. Et c'est compliqué, je pense, pour les femmes de se projeter là-dedans, de vouloir se lancer en politique, parce qu'on est dans une société où aujourd'hui la politique, malheureusement, elle n'est plus très tendance. Et c'est difficile, déjà de base, je pense, pour un homme de se lancer en politique, mais alors pour une femme encore plus. Maintenant, ce que je voudrais rappeler, et je pense que c'est important, et je rejoins un petit peu les paroles de Jean-Laurent, c'est que dans les grandes villes, Ajaccio, Bastia, l'histoire de la parité avec cette nouvelle loi, elle va être un petit peu plus évidente. Dans les grandes villes où on a plus de 1000 habitants, on va avoir un vivier plus important de femmes. Dans les petites communes, dans les villages de chez nous, on va rencontrer des problèmes. Je vous prends l'exemple d'une commune où on va avoir 50 habitants, un maire sortant qui va réaliser une liste, et bien malheureusement, moi je vous le dis, dans sa liste, pour obtenir la parité, il va mettre très certainement le nom de femme, parce qu'il a besoin juste de remplir un quota. Et là, c'est une triste réalité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus dévalorisant, et du moins pour ma part en tout cas, en tant que femme, je trouve ça très dévalorisant d'être simplement mise sur une liste parce qu'on doit remplir un quota. Et non pas parce qu'il y a une volonté réelle des femmes de rentrer en politique. Donc au-delà de la parité, je pense qu'il faut changer tout un système, puisque la parité c'est très bien, ça va amener effectivement des femmes en politique. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se révéler en étant élus. Peut-être qu'une passion va naître pour la politique, pour effectivement effectuer des changements, pour être force de proposition, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Donc je pense qu'en dehors de ce système de parité, il faut peut-être revoir la société et comment on en arrive effectivement à ce que les femmes aient une réelle volonté de s'impliquer, je dirais, dans notre société. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en dehors du problème des listes, la parité, dans les petites communes comme ça de chez nous, ça va créer un problème aussi au niveau de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, sur une commune de 50 habitants, le maire sortant, il va faire sa liste, on doit être entre 5 et 9 sièges, d'après ce que je comprends, ça peut aller jusqu'à 11.
Sur l'opposition, la personne qui veut s'opposer à la politique actuelle, il va falloir qu'elle trouve, en plus de trouver 5 à 11 sièges, il faut qu'elle ait exactement 50% de femmes et d'hommes. Et ça va être un frein, je pense, au niveau des idées. Donc ça, je pense que c'est à prendre en compte. Bien évidemment, c'est important que les femmes soient représentées, mais je pense qu'il est important d'ouvrir le chemin plutôt sur l'accompagnement à la parité et l'accompagnement sur ce que peuvent représenter les femmes dans notre société, puisqu'on représente 50% de la population. Même si on est égaux aux hommes, on est quand même différents et on n'utilise pas les services publics de la même manière, on n'utilise pas toutes ces choses au quotidien et on n'a peut-être pas la même vision de la société. Ringraziati, altre domande di parola? Je vous remercie, Madame la Présidente. Je pense que la parité n'est pas le vrai sujet. Pour moi, le vrai sujet, c'est pourquoi il faut encore une loi pour que les femmes prennent une place qui devrait leur revenir naturellement, selon moi. Si certaines s'engagent aujourd'hui, et je pense à vous, Madame la Présidente, mais aussi à toutes les femmes qui sont dans cet hémicycle et que je vois qu'elles sont nombreuses, et sur les listes électorales aussi, c'est parce que peut-être elles ont eu la chance de recevoir une éducation qui leur ont appris qu'elles en avaient le droit, la capacité et la légitimité. Alors la question à se poser, je pense que ce n'est pas faut-il la parité, mais comment faire pour que nos filles n'aient plus besoin qu'on leur ouvre la porte pour entrer en politique. Notre responsabilité est commune, c'est de leur transmettre une éducation qui donne confiance, qui les met en confiance, qui libère, qui rend possible, parce que tout passe par l'éducation. Alors je pense qu'on devrait s'interroger sur qu'est-ce qui retient encore tant de femmes, et surtout quel rôle on veut jouer dans l'éducation de nos enfants et de nos filles, pour qu'elles n'aient plus besoin d'une loi pour oser s'engager, et qu'elles sont tout autant légitimes qu'un homme de s'investir en politique, mais pas que, dans la société en général, malgré les avancements sur l'égalité homme-femme. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Bon, c'est assez contradictoire quand même. Hein, voilà, c'est bien. Oui, Léa. Oui, je voudrais amener quelques éléments de contraste avec ce qui vient d'être dit. Alors Marie, tu as eu une réflexion qui est très intéressante sur la question des quotas. C'est vrai que la question des quotas, en général, ça apporte aussi une question de placer des pions, on se sent délégitime quand on parle de quotas, parce que justement, on voit que on a l'impression que les gens ont été placés non pas pour leur qualité ou leurs compétences, mais par défaut. Alors tout d'abord, et pour le coup, ça a été abordé, à partir du moment où on met une personne dans un poste à responsabilité, même si c'est par défaut, particulièrement en politique, elle va forcément gagner en compétences et en confiance, là où si on ne l'avait pas placée par défaut et que du coup elle aurait dû justement se présenter, faire les démarches pour obtenir ce rôle, elle n'aurait pas eu du tout. Donc la politique particulièrement, c'est un domaine qui se prête au fait d'arriver à un poste et de gagner en compétences au fur et à mesure du temps, parce que par la pratique, par la discussion et par l'auto-formation à force de travailler. Je voudrais aussi vous parler d'une situation que j'ai connue. Alors, j'ai vécu quelque temps en Suisse, un pays donc, où le droit des femmes à voter dans certains cantons ne s'est pas fait avant 1997. Donc il y a encore bon, la Suisse évidemment en termes de démocratie, on ne fait pas mieux aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses où la Suisse est un modèle, mais sur l'égalité homme-femme particulièrement, parce que donc la Suisse a accordé le droit de vote aux femmes dans certains cantons entre 1990 et 1997, et pourtant ces mêmes cantons aujourd'hui affichent un taux de parité naturellement, sans qu'on y trouve, sans qu'il y ait eu de loi qui impose cette parité. Et c'est dû en fait à une culture qui est celle de la culture suisse, où les femmes en tant que chefs de foyer étaient portées naturellement à des postes, à des responsabilités, et où en fait le système leur permettait. C'est pour ça aussi que par rapport à ce que disait Marie-Caroline, en fait on a pas forcément, il y a de l'éducation à faire pour évidemment permettre aux filles, aux femmes de prendre confiance, de pouvoir s'imposer dans un système qui ne les veut pas. Et ça déjà, c'est une grosse partie de l'éducation. Ça, on tombe tout à fait d'accord. Mais il y a aussi en fait un système qui doit être
revue profondément. C'est-à-dire que oui, une femme qui est en confiance, une femme qui se sent légitime à mettre les pieds en politique, c'est évidemment la meilleure des situations. Il faut aussi que le système puisse l'accueillir. Et voilà, typiquement pour la Suisse, il y avait un système qui était déjà fait autour de ça, qui était depuis longtemps, surtout quand on parle de démocratie locale, où on n'a pas des systèmes aussi avec des engrenages aussi importants que ce qu'on peut connaître dans des pays comme la France où tout est très centralisé. À partir du moment où c'est cantonal et local, ça donne de facto la place aux femmes, à certaines minorités comme les personnes handicapées. Donc c'est un modèle intéressant que moi j'ai pu voir et qui fonctionne aujourd'hui. Merci pour ce témoignage. Marie? Oui, juste Léa, je rebondis sur ce que tu dis, parce que en fait, si je comprends bien, tu légitimes le fait que même si quelqu'un est pris sur une liste par rapport à un quota, mais c'est pas grave parce qu'en fait, elle va quand même développer des compétences. C'est ça? D'accord. C'est un petit peu spécial quand même. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on est juste là pour remplir un quota, si la personne est juste là pour remplir un quota, que la politique, ça ne l'intéresse pas plus que ça, mais qu'en fait, elle rend service à son cousin parce qu'il a besoin pour ses élections municipales, comme ça arrive très souvent chez nous, on ne va pas se mentir. Hein. Je ne pense pas que ce soit une personne qui va réellement s'impliquer dans la vie du village ou de la commune. Je termine juste mon propos. Hein. Je ne pense pas. Bien au contraire. Donc effectivement, là, moi, je rejoins ce qui a été dit juste avant. Je pense que la parité, c'est très bien. Par contre, mettre quelqu'un qui ne se sent pas à sa place, ça ne va pas faire avancer les choses. Peut-être que la personne va développer des compétences pour... Voilà, peut-être que la personne elle va se sentir animée par ça par la suite, pas de doute. Hein. Mais est-ce que ce sera le cas dans toutes les situations? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a effectivement un réel travail sur l'éducation à faire, ou du moins de donner envie à ces personnes-là de rentrer en politique et, je dirais, d'avoir un impact, une envie de faire bouger les choses. En revanche, la politique des quotas, pour moi, c'est très dévalorisant pour l'image de la femme. Ça reste mon avis personnel, bien sûr. Hein. Alors, collègue a demandé alors prima Jean-Laurent, alors Marie-Caroline et Jean-Laurent. Et Doboudorn Aléa. Je vous remercie Madame la Présidente. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Léa. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Au-delà du fait que des femmes sont prises pour remplir des quotas et dans les petites communes c'est très compliqué, n'oublions pas le fait que des fois elles sont aussi vues juste comme des voix parce qu'elles sortent de grosses familles, qu'elles ont beaucoup de personnes derrière, et je pense aussi que c'est important de noter que malheureusement des fois on est considéré plus souvent que pour les hommes en tout cas, juste comme tant de voix et pas pour des capacités ou des projets qu'on pourrait apporter ou autre chose. Je vous remercie. Merci. Jean-Laurent? Oui, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit récemment. C'est bon. Au-delà de ça, il faut qu'il y ait une volonté réelle d'engagement. Voilà. Et puis, en tant que nationaliste, j'aimerais que demain, en 2028, il y ait des femmes qui portent haut et fort la voix du mouvement national. Pourquoi pas? Peut-être c'est un rêve ou il y en aura d'autres, mais il faut qu'il y ait vraiment la volonté de porter cette flamme, de porter un projet, parce que aujourd'hui, dans ce pays, malheureusement, on manque de perspectives politiques, on manque cruellement de réflexion, de capacité de réflexion. Donc, il est normal et légitime de se poser cette question. Oui, pour plus de femmes, oui, pour plus. Mais à quel prix? C'est ça la vraie question. Il ne faut pas que les femmes soient vues comme un objet, encore une fois, pour qu'il y ait la parité stricte sur les listes. C'est une évidence, c'est une réalité à ne pas nier. Voilà, ringrazia. Ringrazia. Angélique, Léa, vous avez épuisé votre temps, je me permets de vous le dire. Angélique. Ringrazia, juste Jean-Laurent, pour rebondir sur ce que tu dis, tu te contredis un petit peu, puisque tu dis que les femmes ont toujours eu la place par rapport aux hommes dans la politique en Corse, et là tu viens de dire que ce serait bien que le mouvement national ait plus de femmes, et je pense que
je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y en a quand même beaucoup, des femmes. On a la présidente, on a des élus à l'Assemblée qui nous représentent, qui représentent les diverses tendances nationalistes. Donc, tu te contredis un peu sur tes propos. Et après, juste aussi, pour revenir sur ce que tu as dit sur la réalité du territoire, je suis d'accord avec toi, mais aussi cette réalité n'est pas prise en compte, même au niveau français, en France, parce que comme je l'ai dit dans mes propos, tu as 70% des communes avec moins de 1000 habitants, et ça représente 25 000 communes sur le continent. Voilà. Donc c'est une réalité en Corse, mais aussi en France. Voilà. Juste pour préciser tes propos. Merci. Merci Angélique. Autre intervention? Oui, Giulianto. Et après, je passerai la parole à la conseillère exécutive Anne-Laure Santucci qui nous écoute depuis tout à l'heure. Voilà. Allez-y. Juste pour préciser, non, c'est pas contradictoire. Ce que l'on exprime, c'est que quand on dit il faut plus de femmes qui s'engagent, par exemple, on peut prendre l'exemple d'Anne-Marie Natal, mère de 40 ans. Et on peut lui rendre hommage car elle a été maire de 40 ans, elle ne se représentera pas, et qui incarne une mandature d'implication et de proximité et d'un certain instinct. Donc aujourd'hui, quand on dit il en faut plus, c'est pas il en faut plus en bouchant certains quotas, comme ça a été exprimé. Aujourd'hui, il en faut plus qui s'engagent et qui prennent la main d'elles-mêmes. Je te la donne, volontiers. Non, mais juste, oui, ok, comme ça, présenté comme ça, il n'y a pas de souci. Anne-Marie Natal, est-ce que tu as d'autres exemples sur les 300? Oui, bon, présidente, mais si on prend les anciens binômes sur l'Assemblée de Corse, je pense qu'il n'y a pas eu de femmes, me semble. Donc voilà, après, bon, je pense qu'on tombe d'accord, en fait, sur notre discussion, hein, c'est un échange, hein, mais oui, Anne-Marie Natal, c'est un exemple, mais je pense qu'il n'y a pas d'autres exemples en Corse, là, de tête. Il y a peut-être Fati, voilà, Madame Fati, mais c'est tout, je crois. Alors que je pense que si tu prends une proportion au niveau des hommes, tu as des hommes qui sont élus depuis plus de 40 ans dans leur commune. Là, comme ça, de tête, dans les villages et tout, tu dois en avoir. Mais bon, voilà. Merci. Anne-Marie est faite d'un bois spécial. Et bourguigeante, à Goumémé, à Gounoscoua. Voilà, donc moi j'ai beaucoup d'admiration. On ne partage absolument pas les mêmes idées, bien sûr, mais on a beaucoup d'affection l'une pour l'autre. On est même alliés sur le plan familial. Et elle est faite vraiment d'un bois très particulier. Hein. Voilà, donc je vous raconterai hors micro et hors PV quelques anecdotes sympathiques. Alors, il paraît, la secrétaire de séance a pris votre défense, Marie-Caroline, il paraît qu'il vous reste 30 secondes, je ne sais pas comment elle a compté. Donc, je vous donne les 30 secondes, Pakamifaji ou Kabougouzi. Si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez. Et ensuite, je passe la parole à la conseillère exécutive. Je vous remercie, Madame la Présidente. Non, je pense que j'ai rien à ajouter. Tout ce qui a été dit, pour moi, me semble très intéressant, très juste. Je tombe pas d'accord avec tout, notamment avec le fait que rentrer sur une liste parce que il faut des femmes, ça peut nous valoriser. Je trouve pas. Donc je tombe pas d'accord. Je suis d'accord avec ce que Léa a répondu. Moi, je trouve ça dommage qu'en 2025, malgré tous les avancées, et qu'on soit, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, 50% de la population. On doit se limiter à une loi pour pouvoir s'investir, en tout cas pour pouvoir être sur des listes. Je trouve que l'engagement qui nous est commun est vraiment, je dirais, enfin en tout cas, est juste et vrai, en tout cas, enfin pour ma part. Et je pense que cette loi, en 2025, elle n'a pas lieu d'être, mais bon, on peut considérer ça un peu comme un avancement. Merci. Merci. Samir, après on arrête. Alors, juste pour compléter un peu ce qu'ont dit mes collègues, bon, la parité, si elle a été instaurée, c'est pour établir un certain équilibre. Donc, ça, nous, bien évidemment qu'on est pour. Par contre, il y a deux niveaux. Il y a la parité au niveau des listes, mais aussi au niveau des postes stratégiques. Dans un conseil municipal, par exemple, on peut parler des adjoints. Au niveau des adjoints, est-ce qu'on doit établir une parité? Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que ça doit être fait à la compétence. Sur, par exemple, 8 adjoints à déterminer, s'il y a 6 femmes qui sont plus compétentes que d'autres, il faut qu'il y ait 6 femmes sur 8. Ça, la question ne se pose pas. D'ailleurs, notre Assemblée est un bon exemple. Sur 3 présidents de commissions organiques,
On a 3 présidentes, qu'ainsi soit-il. Après, pour continuer à maintenir cet équilibre-là, il y a 2 questions importantes. Il y a la sensibilisation et la formation. J'en profite qui est Madame la conseillère exécutive. Sensibiliser déjà pour donner envie à tout le monde de s'intéresser à la chose publique, mais aussi former. Former, ça ne veut pas dire former à des idéaux précis, ça veut dire former au débat. Là, encore une fois, nous aussi, on est un exemple. On est ici pour apprendre à débattre, pour apprendre à rédiger des motions, des rapports. Et je pense que c'est une formation qui est importante et qui doit être ouverte à un maximum de monde. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je savais que vous ne seriez pas d'accord sur le sujet, mais on pourra continuer la discussion, l'échange, et pourquoi pas aussi, au cours de la mandature, refaire un travail sur le sujet. Je vais passer la parole à la conseillère exécutive, Anne-Laure Santucci, qui, indépendamment du fait d'être conseillère exécutive, est aussi maire. Voilà, donc merci beaucoup d'être avec nous. Aveda parola, cara consigliera. Ringrazio il Presidente, cari colleghi, cari eletti, je suis extrêmement contente de pouvoir participer au débat de l'Assemblée de la Juventus et particulièrement à celui-ci, parce que je pense que je vous ai écouté attentivement et je trouvais que les réflexions et les positions ne sont pas opposées, au contraire, mais sont complémentaires. Je pense que c'est de la réflexion ou du débat, comme vient de le dire un des derniers élus, que l'on peut progresser dans sa propre réflexion politique et puis dans son engagement politique, puisque la vie politique, elle est faite aussi d'évolution dans nos positions. Simplement, en quelques mots, la parité pour les communes de moins de 1000 habitants, c'est une loi qui vient de sortir le 21 mai 2025. Moi, ce que je voulais dire, surtout avant de commencer de développer un petit peu mon propos, c'est que si nous étions aujourd'hui autonomistes et si demain nous étions peut-être dans un pays indépendant, je pense que je ferais partie de ceux qui auraient aussi proposé ce genre de loi. Donc, ce n'est pas uniquement une loi française qui nous est imposée, mais je pense que dans tous les pays et les pays démocratiques avancés, nous le sommes, depuis Pasquale Bauli, on peut avoir ce genre de réflexion. Donc, pourquoi l'objectif, c'est quand même de renforcer la parité, puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a 37% des élus qui sont des femmes, d'harmoniser les règles aussi entre les communes de plus de 1000 habitants et les plus petites communes rurales. Et une de nos collègues a dit qu'il y avait aussi énormément de communes rurales en France. Donc, lutter contre la crise de l'engagement. Et vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que c'est un défi, c'est la réalité, c'est un défi majeur aujourd'hui pour les petites communes rurales. Mais c'est aussi une avancée, je pense, démocratique pour l'égalité hommes-femmes dans la représentation politique. Et c'est ça qui compte. Vous avez parlé les petits villages et les petites communes. Mais justement, ça, ce n'est pas une question, à mon avis, de parité. Mais cette question-là, elle nous interroge aussi sur la pertinence de l'échelle de nos communes. Est-ce que c'est encore pertinent sur un territoire comme le nôtre? Ça, c'est un débat qu'il faudra avoir et que j'espère nous aurons aussi à l'Assemblée de Corse, d'avoir des communes de 20, 30, 50 habitants. Moi qui suis maire d'une petite commune, entre guillemets, à l'échelle de la Corse, de 850 habitants, je vois bien qu'autour de moi, les toutes petites communes rurales sont en très grande difficulté, d'une part sur le manque d'ingénierie, d'une part sur le manque de financement. Donc il y a une question là aussi, mais ce n'est pas la question de la parité, mais la question de la parité nous invite à réfléchir aussi sur la question de l'échelle communale. Simplement, pour terminer, je crois que la loi, ce n'est pas seulement une question de représentation numérique. Je pense qu'elle nous invite à une exigence, d'une part, de justice et d'égalité des chances, mais l'idée, c'est que entre les hommes et les femmes, on doit avoir la même capacité à influencer les décisions politiques. Et je pense que la loi, elle cherche aussi à corriger ce déséquilibre actuel. Alors voilà, c'était quelques petites idées pour lesquelles je voulais partager avec vous, mais je pense que le débat continue et le débat est riche, mais c'est très intéressant. Ringrazio assai, Madame Presidente. Ringraziabi, signora consigliera esecutiva, direi interessante Madame la Presidente, scusate, quanti avete abitanti nella vostra comune? 850. 850, comunque. Appena Mica io. giugu giugu, Voglio dire,
una giudicata, ma mi sono scordata di dire che abbiamo una consigliera esecutiva in carica di l'uguaglianza tra l'uomo e le donne, e questo è importantissimo. E io sono fiera di appartenere a un gruppo politico che si chiama Popolo Insieme, che è il primo gruppo che ha messo a presidente della nostra assemblea una donna. Ed è intesa, ma presidente? No, non è mica intesa perché chi parla non da me. Allora, puoi derivare delle piacere. Scusate. Colui che aveva una consigliera esecutiva in carica dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e che fa un lavoro d'aiutamento con la gioventù, e sono fiera di essere il primo gruppo dell'Assemblea di Corsica, il gruppo Fa Popolo Insieme, che è un gruppo che ha messo a presidenza della nostra assemblea una donna e di prima drinka. Eccoci. Ringraziabile per le vostre parole. Allora, io voglio prima che dell'Assemblea di Corsica con due giunta, allora era previsto, Jean-Guy Talamoni di sicuro aveva previsto a Barida, ma parlo sotto il controllo del segretario generale, Serge Tomi, aveva messo di sicuro in ballo a Barida, ma i sindicati studentini, per esempio, mandavano che liste con l'uomo quasi, E la prima volta che sono giunta, on c'era che liste con l'uomo. Dicono, il n'y a pas de femmes. Je dis, comment il n'y a pas de femmes? Je dis, moi, je suis prof à la fac, dans les salles, il y a des femmes. Voilà, donc il y a des femmes quand même dans les syndicats étudiants et qui donnent. Donc, c'è Boursoudou a battesi per chi i sindicati professionali, i sindicati studentini mettessero eone. Non dico mica che così di oggi, perché con voi l'affare ha comunque cambiato, ma qui c'è una parità. Bon, dopo l'Assemblea di Corsica di legge, chi ha ole, ma Biulia Didino, che nel 1981, quando è stata creata, dunque appena più 43 anni fa, quando è stata creata per la legge l'Assemblea di Corsica, c'era una sola ona. Una ona. Vi rendete conto? Dunque l'affare hanno cambiato perché chi c'è stato a legge non ha parità. E a Vigo, Franchettaro, anche Borusi in Corsica, e mamme e one sono sempre state ingaggiate e chi dona? Chi dona? A cominciare per la mamma di Pasquale Bauli. Sapete che è una dell'unica one che ha divorziato una di prime. Un'amica ha avuto figlio con suo primo marito e dopo ha divorziato e si è rimaritata, ha avuto l'autorizzazione di buesse. Vi rendete conto? Pasquale Bauli è nato 300 anni fa, dunque si è passato prima 300 anni e ha avuto la possibilità di rimaritarsi con Paoli, con Wabu di Bauli e ha avuto dunque Isabella e Paolo Sovradello. Dunque era una ona di no ingaggiata di prima drinka. Bon, penso manco a mamma di Napoleone che ha messo tutti i sovioli a capo di tutti i paesi europei. Questa era proprio una politica di prima drinka, non c'è nulla da dire, né ha fatto meglio che ella. E poi c'è stato di sicuro una storia più vicina a noi c'è stata Daniel Casanova, resistente a Zabed, ma altre donne, c'è un libro d'altronde di Colonna d'Istria, Alanta e One Gorse, che è veramente ci sono parecchie assai mica conosciute. Bon, Daniel Casanova di sicuro, ma altre mica conosciute che sono state, che hanno giocato un ruolo abbastanza importante nella storia di Corsica e di anche di Francia. Una si è incubata bassa per un uomo durante anni e anni e ha avuto una carriera proprio meravigliosa. Dunque, ci sono donne di sicuro forti, di Berardino, che nelle famiglie corse e one giocano un ruolo importantissimo. Jean-Laurent a raison, mais il n'en demeure pas moins qu'ensuite, lorsqu'il s'agit de prendre la responsabilité politique, c'est-à-dire de devenir un responsable politique, la transformation ne se fait pas. Et il faut bien l'avouer. Et c'est pour cela, d'ailleurs, moi, je pourrais être d'accord sur la question des quotas dans ce domaine comme dans d'autres. Voilà, parce que les quotas, ce n'est pas uniquement pour la représentation des femmes, mais le fait est que si vous n'avez pas, il y a 25 ans, la loi sur la parité, je vous prie de croire que dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse, il n'y aurait pas autant de femmes, il n'y aurait pas la moitié
des membres qui seraient des femmes. Ça, c'est évident. Et s'il n'y a pas, à un moment donné, un top départ qui est donné par une loi, le système tel qu'il a été conçu et produit par des hommes, et je n'en veux absolument pas aux hommes qui sont ici, ça c'est comme ça. Ça se passe comme ça dans toutes les sphères de la vie publique, quelle qu'elle soit. Dans le domaine des sciences, c'est pareil. Dans le domaine des sciences, c'est pareil. C'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir décident de leur propre reproduction et de la reproduction du système. C'est comme ça. Moi, je suis arrivée dans le domaine des sciences économiques comme professeur des universités. Il y avait très peu de femmes. Et il y a encore des disciplines scientifiques actuellement où il n'y a quasiment que des hommes. C'est comme ça. Donc, parce que ceux qui dirigent les comités, machin, les centres de décision, etc., eh bien, pour la reproduction du système, désignent encore des personnes qui sont à leur image. Donc, on n'y arrive pas. Si à un moment donné, il n'y a pas une loi, on ne peut pas avoir le processus de transformation. Donc, c'est une question qui ne doit pas se poser en termes statiques au moment T. Il faut regarder l'évolution du système considéré et dans le système politique. Et vous pouvez récupérer, alors je ne sais plus si c'est Public Sénat ou la chaîne parlementaire, il y a eu récemment une excellente émission qui est passée justement à l'aune de ce débat sur la place des femmes lors des élections, sur les listes pour les élections municipales. Une excellente émission où sont intervenus, un reportage, sont intervenues les femmes qui, en France, ont tenu un rôle important en politique. Donc, il y avait Françoise de Panafieux, qui est une héritière politique, parce que le père a été un proche de Gaulle. Il y avait une élue verte, écologiste, qui avait été sifflée dans l'Assemblée nationale parce qu'elle est arrivée en robe à fleurs dans l'Assemblée nationale. Madame Taubira, que nous avons eu le plaisir d'accueillir ici. Donc, beaucoup de femmes qui sont intervenues. Bachelot aussi, enfin bref, plusieurs qui sont intervenus pour dire de droite, de gauche, d'extrême gauche, mais vraiment de tous les bords politiques qui sont venus témoigner de leur expérience dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou dans les ministères. C'est hallucinant. Hallucinant. On n'a pas l'impression que ce sont des femmes françaises, pour la plupart en plus, pour la plupart issues de milieux favorisés. Je ne vous parle pas de filles qui arrivent de banlieue, là. Hein. Voilà, je parle de l'ancienne garde, des premières femmes, des pionnières. Donc, qui ont toutes des niveaux d'études très élevés, qui ont des noms, des héritages familiaux, etc., etc. Il faut les entendre parler de leur expérience dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française ou dans les ministères et dans les postes qu'elles ont occupés. Et c'est particulièrement éclairant sur le chemin qui a été parcouru et qui reste encore à parcourir du point de vue de la représentativité des femmes. Là où je suis d'accord, et pour l'avoir vécu. Alors, c'est vrai que là, nous sommes d'abord en parité, qu'il y a une femme présidente de l'Assemblée de Corse, une femme présidente du Conseil économique, social, culturel et environnemental de Corse. Il n'en demeure pas moins que les choses n'ont pas été faciles. On en a discuté d'ailleurs l'autre jour avec Marie-Jeanne Nicole, dans nos carrières respectives, moins en politique ensuite, mais en tout cas dans nos carrières respectives, parce qu'il faut mener de front, et ça a été souligné, je ne sais plus par qui, il faut, Angélique, je crois, il faut mener de front d'abord la famille, bien sûr, les enfants, bien sûr, la charge mentale, évidemment, le travail, parce qu'en général, les femmes qui s'engagent en politique, ce sont des femmes qui ont déjà des responsabilités dans leur milieu professionnel, qui ont, on va dire, qui sont très émancipées, et donc elles ont des responsabilités professionnelles, des charges professionnelles, et donc elles s'engagent en politique. Donc en gros, il y a trois métiers. Voilà, il y a 3 métiers, la journée fait 24 heures, et à chaque instant, et je le dis, et je l'ai dit d'ailleurs, et vous pouvez reprendre mon discours lorsque j'ai été installée présidente de l'Assemblée de Corse, moi je n'ai pas été élevée comme une fille. Je n'ai pas été élevée comme un garçon non plus. Je n'ai pas été élevée comme une féministe. J'ai été élevée comme un être humain. Voilà, nous sommes 4 filles, nous avons été élevées comme dans une famille nationaliste, comme 4 filles, voilà, qui
quatre êtres humains, pardon, dans la tolérance, dans le respect de l'autre, mais en même temps ne se laissant pas marcher sur les pieds, et avec la ferme conviction qu'il fallait d'abord être indépendante économiquement et être en capacité d'apporter quelque chose au collectif. Voilà, bon. Alors, c'est des formations un peu, j'ai envie de dire, deuxième rep, hein, voilà. C'est un peu dur, mais ça a le mérite, à un moment donné, de vous forger à l'adversité. Parce que de l'adversité, c'est, dans les trois métiers que j'évoquais tout à l'heure et qu'il faut assumer, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose qui vous rappelle, et ça n'arrive pas, et tant mieux, ça n'arrive pas aux hommes. Tous les jours, on vous rappelle que vous êtes une femme. Elle avait la fiche de paye, parce qu'il y a un plafond de verre. C'est une réalité, c'est pas moi qui le dis, il y a des statistiques. À salaire égal, à métier et à compétences de même niveau, le salaire est en dessous de 20 à 30%. C'est énorme. C'est énorme, profondément injuste. Donc, il faut avoir véritablement une opiniâtreté et une colonne vertébrale vraiment solide pour, à un moment donné, réaliser et affronter toutes ces choses-là. Et pourtant, il faut le faire. Et moi, je dis aux filles que le principal ennemi, ce n'est pas les hommes, hein, c'est nous, c'est l'autocensure que l'on s'applique. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable. Mais ça, c'est un héritage aussi, parce qu'on a tellement imprimé les choses qu'on nous a rappelées petites et tout ce qu'on nous a dit dans notre enfance, qu'on s'autocensure. On s'autocensure. Et ça, c'est terrible. Et je l'ai fait, hein. Moi, je me suis auto-censurée. J'ai refusé des choses alors que j'étais certainement... Et après, je regrettais. Pourquoi? Parce que quand je voyais qu'il y avait un âne à ma place, on parlait des moulatteries tout à l'heure, j'avais un âne qui finalement occupait le poste, je me disais, mais attends, mais tu es une débile, c'est pas possible. Pourquoi tu n'as pas pris le poste? Parce que moi, j'étais persuadée que moi, je n'étais pas capable de le prendre. Voilà. Donc, ne dites pas non. Voilà. Le train passe, vous montez dedans. Parce qu'il n'y aura pas de deux chances, c'est comme ça. Donc, il faut absolument, pour cela, qu'il y ait, au regard de toute la charge mentale et des obstacles qui existent, il faut, là je suis d'accord, en même temps que les quotas, il faut des conditions nécessaires. C'est-à-dire que la prise de pouvoir par les femmes, ou la prise de responsabilité, pour ne pas faire trop peur aux hommes, la prise de responsabilité par les femmes nécessite des aménagements. De temps de travail, voilà. Il y a des aménagements à faire. Moi, je sais qu'en tant que responsable à l'université, à l'époque, j'étais vice-présidente de l'université de Corse et après, plus tard, directeur de l'UMR LISA, directrice, parce que j'avais fondé l'UMR LISA, je ne mettais pas de réunion à 5h30 le soir. J'avais 75% de femmes en cadre C et en cadre B, elles avaient toutes des gosses à récupérer. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de femmes au moment où on va faire les réunions, eh bien vous mettez les réunions à 6 heures, parce que ce sont elles qui récupèrent les enfants, dans 90% des cas. Voilà, et qu'il faut inverser le processus. Sinon, ça ne fonctionne jamais. Moi, on m'impose des heures de réunion, on m'impose certaines heures de réunion, et ça ne tient pas la route, c'est pas possible, ça ne le fait pas. Donc, il y a une nécessité de créer les conditions, au-delà des quotas, pour que les femmes puissent pleinement exprimer leurs compétences et aient confiance en elles suffisamment pour ne pas s'auto-censurer. Juste un point, deux autres points. La problématique des petites communes. Effectivement, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de maires qui sont intervenus dans les médias locaux pour dire « Oh là là, on va faire… » Bon, et c'est vrai que peut-être qu'on va mettre la femme de l'ancien adjoint. Voilà, ou on va mettre la sœur, voilà, etc. Et ça a été comme ça au début à l'Assemblée de Corse. Beaucoup de femmes qui ont occupé des places au début à l'Assemblée de Corse, c'était des héritières politiques. Je ne vais pas les citer. On a cité Anne-Marie Antoniotti, Nathalie, d'ailleurs, lapsus. Nathalie, tout à l'heure, c'est la fille de monsieur Antoniotti, maire de Borgo pendant des décennies. Donc, il y a des héritages politiques. Il n'en demande pas moins que ça a été voilà, une battante. Et quelle battante, elle est toujours d'ailleurs. Elle ne se représentera pas, je la salue. Mais au-delà de ça, il va falloir passer par cette parité, y compris dans les petites communes. Parce que sinon, jamais elles n'y seront. Alors, Jean-Laurent, je suis désolée, dans les villages, oui. Enfin, il ne faut pas me dire que dans les villages, il n'y a pas de femmes. Elles sont invisibles, mais il y a des femmes quand même. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Voilà. Oui, attends, je termine. Exemple de SCAT.
Ils n'ont pas de femmes. Non, il y a peut-être quelques endroits. C'est l'exception, bien entendu. C'est l'exception, et peut-être il y a d'autres endroits, c'est pas qu'en Corse. Voilà, et peut-être qu'il y a plus de femmes aussi. Voilà, et il y aura quelques cas et quelques exceptions, et l'application de cette loi risque de montrer quelques limites aux prochaines municipales. Mais bon, ça créera aussi des envies, voilà, et je pense que si elle n'existait pas, jamais on y arrivera. Encore une fois, je ne refais pas la démonstration tout à l'heure. Dernier point, alors là, j'ai fait un focus micro sur les petites communes, mais si on élargit, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le paradoxe, peut-être qu'il n'est qu'apparent, mais le paradoxe entre le fait qu'il y ait la parité, le fait qu'il y ait une femme à l'Assemblée nationale française, aujourd'hui comme présidente, le fait qu'il y ait des présidentes, des femmes en responsabilité, ne doit pas cacher le recul important qu'il y a de la représentation de la femme dans la société et sur les réseaux sociaux. Alors c'est un autre sujet, un autre débat dont il faudra qu'on parle une autre fois. Aujourd'hui, il y a un gros recul par rapport à ça. Moi, je le vis, on en parlait l'autre jour avec Marie-Jeanne Nicoli, qui est la petite fille de Jean Nicoli, je le rappelle, qui a été une militante culturelle pendant des années dans le Riacuiste pour tout ce qui était théâtre en particulier, qui a été directrice de la culture de la mairie d'Ajaccio sous Simon Renucci, qui a été une femme très très engagée, une femme émancipée, très engagée, héritière quand même, ce que je ne suis pas, de 1968, je dirais, de toute cette mouvance et du Riacuiste ou ici. Voilà, et elle est effarée, et je parle sous son contrôle si elle m'entend, elle est effarée comme moi du recul de la représentation de la femme dans la société. Ce n'est pas une question de pouvoir, hein, c'est qu'est-ce qu'une femme aujourd'hui dans la société. Voilà. Et les comportements sexistes et autres que l'on observe tous les jours dans la société française, européenne et corse aussi. On ne va pas se dire le contraire. Et corse, moi j'ai vu passer des choses qui m'ont complètement horrifiée. Alors je ne peux pas en permanence faire la zèze à tous les débuts de session en dénonçant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, même s'il faudrait, mais il y a des choses qui sont vraiment très limites et inquiétantes pour le futur. Dernier point, je rappelle que très souvent les garçons sont élevés par des mères et que c'est aux mères aussi de faire ce qu'il faut, et nous élevons aussi les filles. Et donc, il est important que nous disions et nous fassions les choses correctement de ce point de vue-là aussi. Ecco, a ringraziarvi per questo dibattito, a ringraziarlo a consigliera esecutiva che è venuta a parlare con noi e poi buona fortuna a tutte quelle che saranno candidate. E spero che lo organizzerà assai. A ringraziarvi. Oui, alors il y a des garçons horrifiés par ce que j'ai dit qui veulent partir, je crois. Pas du tout. La sortie discrète est loupée. Non, je sais que vous avez des contraintes. Voilà. Bon ritorno, bon courage. Ringraziarvi dei venuti. Buon viaggio. Ciao. Allora, awa mabassa a un rapporto, a presentazione di un rapporto, a lasciare presenza a Flora, se le d'accordo. Bilascio contrasta non to un rapporto, voglio felicitare subito quello e tutti quelli che hanno lavorato non ta elu, non ta proposta, bilascio lavorare perché chi è una riunione di gestione, ma una amica dura tanto, in cui il segretario generale e poi porto da qui a poco. Ecco. Non, si jamais vous attaquez.
Allora, c'è stato un rapporto votato in prima commissione qui si chiama Les enjeux de la formation pour développer l'enseignement immersif en Corse. Donc, qual qui vous pile la parole dans ce rapport? Ringrazio, signora Presidente, dunque ho l'onore di presentarvi un rapporto che è stato votato in Commissione 1 Cultura, Lingua e Ambiente, un rapporto che si chiama L'Indiuco di formazione per sviluppare l'insegnamento immersivo. Non sul lavoro si iscrive nella dinamica di sviluppo dell'insegnamento immersivo sia pubblico in delle scuole pubbliche, ma di nuovo associative, per esempio un poema o il lavoro di scuola corsa. Il contesto educativo, politico e sociolinguistico ci rammenta l'importanza di agire e ci vuole dire di noi che la trasmissione della lingua corsa di leva in por leva cala di più in più e la scuola diventa tanto il primo luogo in cui si sparge la nostra lingua. L'immersione per fare un piccolo rammento di piazzali scolari in un bagno linguistico continuo in lingua corsa che è un modello più efficace per poter creare nuovi locutori come l'hanno mostrato parecchi modelli in Europa. Dunque la Commissione ha voluto portare una bedra al lavoro che è stato fatto, un lavoro che è stato rinforzato in quasi fra di convenzione tra la collettività di Corsica, lo Stato e l'Accademia. E abbiamo fatto per scrivere questo rapporto parecchie audizioni e voglio ringraziare tutte le persone che sono state audizionate e che hanno preso il tempo di rispondere alle nostre domande. Vogliamo ringraziare il direttore di l'INSPE di Corsica, Antoine Santoni, la sua direttrice aggiunta in carica di lingua e di cultura corsa, Angiolina Antonetti, che ci hanno spiegato il lavoro di l'INSPE che rappresenta l'Università di Corsica, in cui ha messo in piazza un master unico bilingue. Dopo François Squarcini, incaricato di missioni lingua corsa, a fianco al rettore, che ci ha parlato di voglia di strada, scuola 2030 e di lascio 1 a Nanta, la lingua corsa come sapere fondamentale. Gli studenti di l'INSPE che ci hanno parlato e che ci hanno dato un parere a Nanta di Udereno e di ciò che si basa, che hanno fatto parecchie proposte. Romain Dessenenc per l'intelligenza artificiale e per l'aspetto numerico, che ci ha parlato dell'importanza di mettere un numerico in della formazione di professori, e Guillaume Nivet, che è il presidente della rete di scuole immersive associative catalane che si chiamano La Bressola, e lui ha parlato di un modello di formazione per formare i professori, ma di non per formare tutto il personale in giro, il personale comunale, l'ACM, la VSH, eccetera, eccetera. Dunque, questa audizione ci hanno permesso di fare parecchie proposte, a prima quella di creare un centro corso di formazione immersivo incalcato in un modello catalano, a seconda proposta creare un concorso di creazione pedagogica immersive per valorizzare di nuovo il lavoro dei professori, in da continuità di questo concorso di creare una pianiforma che permetterà di mettere in comune tutte le produzioni di professori, di consiglieri pedagogici, ma di noi di studenti, perché quando noi parliamo in quei professori, dicono che di un lavoro e ce n'è chi lavora e dunque ci vuole valorizzare queste risorse. E per c'è di noi la volontà di avere una certificazione C1 e C2 per poter pilare le buste immersive per queste persone che hanno un livello linguistico assai alto, la certificazione incalcata a il CECRL, il quadro europeo comune di referenze di lingue, e per compiere una chiama progetto per poter creare arnesi numerici in lingua corsa per integrare di radio in delle scuole, in della formazione, eccetera, eccetera. Dunque, la dinamica da essere lunga, penso che il più interessante di noi è di poter contrastare con l'insieme di consiglieri di altre commissioni. La commissione rammenta che l'evoluzione dell'insegnamento immersivo si può staccare da un'evoluzione istituzionale, scusatemi, e la nostra commissione esprime sobrama di avere un statuto di convivialità della lingua corsa per poter assicurare uso ad opera in delle scuole, in dell'amministrazione e in della società di modo generale,
Ramintemo di noi che la competenza educativa in un quadro di autonomia deve essere in le mani della collettività di Corsica per poter amministrare la nostra politica educativa, senza che saremo sempre sottomessi all'alternanza di politiche nazionali, ciò che avrà un impatto a nostra lingua e al nostro sistema educativo. Ecco. Ringraziati. Può darsi a Presidente della prima commissione vorrei appeler la parola. C'è la parola. Oui, merci à Ringraziati. Comme je l'ai déjà fait en commission, je voudrais de nouveau féliciter Jean-Baptiste pour la qualité de ce rapport. C'est un travail très complet qui, par le nombre de personnes auditionnées, permet de couvrir et d'aborder largement les problématiques, enjeux et perspectives d'évolution de l'enseignement immersif. J'en profite, je le rejoins aussi pour remercier également les personnes qui ont été auditionnées. Ce sont des avis qui sont toujours précieux et qui enrichissent considérablement notre réflexion au sein de la commission. Concernant le rapport, c'est un rapport très consensuel et ambitieux qui participe à la sauvegarde de notre langue au sein de la société corse. Bien évidemment, il vise à faire évoluer l'enseignement de notre langue et à contribuer à l'augmentation du nombre de locuteurs. Il s'inscrit également dans le même esprit que la convention récemment signée entre l'État et la collectivité pour renforcer l'enseignement bilingue immersif. D'ailleurs, notre commission avait émis un avis favorable en septembre sur ce rapport. J'aimerais quand même rappeler, à titre personnel également, que la question de la langue pourra progresser encore davantage lorsque les compétences éducatives seront pleinement transférées à la collectivité de Corse. Voilà, merci. Ringraziati. Segue chi sia o piglia la parola dans ce rapport, Isia Marie-Caroline. Ringrazia. J'aimerais, en tant que membre de la commission 1, saluer le travail très riche, très enrichissant pour tous de Jean-Baptiste, notamment sur les témoignages, le travail, tout ça. Et j'aimerais aussi faire une petite aparté sur rappeler quelque chose essentiel. Quand on choisit de candidater à l'Assemblée à Dia Juventus, on prend un engagement clair, c'est celui de travailler pour avancer collectivement. Or aujourd'hui, force est de constater que dans certaines commissions, en tout cas dans la commission 1, le travail est beaucoup trop faible, parfois inexistant. On est des fois obligé de décaler car on n'atteint pas le quorum pour pouvoir voter certains rapports. Et c'est presque du manque de respect pour ceux qui y travaillent. Je pense que s'engager ici, c'est pas seulement occuper un siège, c'est participer, proposer, préparer, être présent. Si on n'assume pas ce rôle, c'est toute l'Assemblée qui perd en crédibilité et en efficacité. Alors, je rappelle à chacun et à chacune d'honorer l'engagement qu'il a pris devant cette Assemblée, déjà par respect pour nos mandats, pour nous, pour ce qu'on représente et pour les gens qui y travaillent et qui sont vraiment investis. Je vous remercie. Ici Jean-Laurent. E qualche parola veramente felicità Giambattista per la qualità del suo rapporto e di noi per aprire forza una riflessione globale nella piazza della lingua in scuole e anche pure al di là. Ne abbiamo già parlato, mi pare, anche un contrasto in assemblea. C'è la gioia oggi di tutti gli arnesi numerici che noi abbiamo a disposizione per salvare la lingua corsa. È stata mentata, per disgrazia non sono potuto partecipare a nessuna audizione che ho preso dai studi a CAR, ma sono d'accordo di loro con ciò che è stato detto da Marie-Caroline. Oggi è fatto si sa che i nostri lavori sono perdite di volte in credibilità, allora ci tocca a ognuno, anche all'interno dei gruppi, a riflettere veramente nel ruolo e per chi ci siamo impegnati in questa assemblea, perché abbiamo fatto la nostra candidatura e soprattutto perché vogliamo avere il suo mandato e perché ci vogliamo impegnare per la Corsica. Questo è un affare importante e per voltare appena nel suo rapporto sono arnesi come questo
che hanno da assai ricchezza ai scambi, ai riflessioni collettive. Ecco, ringraziarvi. Alors, c'est Duce Isier. Merci. Bon, du coup, je suis obligée de reprendre la parole pour remercier Marie-Caroline et Jean-Laurent pour leurs interventions. Interventions que je rejoins totalement. Hein, je suis d'accord avec vous. Bon, voilà, je pense que on est en fin d'année. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un sursaut au niveau des conseillers, voilà, que tout le monde se remette un peu en question, qu'on se pose les bonnes questions effectivement de pourquoi on est là, pourquoi on a décidé de candidater, d'être présent dans cette assemblée. Voilà, moi j'ai confiance en nous, j'ai confiance en vous. Je pense que voilà, on aura l'occasion d'en discuter, de voir comment on peut tous s'impliquer et travailler au mieux. Merci. Allora, penso che non possiamo passare a voto per dopo di suo rapporto. Allora, qual è chi vota pro? Qual è chi si astiene? E qual è chi vota contro? Penso che è adottata all'unanimità, ringraziare. Allora, allora, abbiamo da principiare a presentazione di mozioni. La prima è depositata dal gruppo Fronte Popolare e è sostegno alla società di evento. Qual è chi l'ha da presentare? Yeah. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de soumettre à votre vote une motion qui est importante en ce qu'elle représente le soutien à une association historique en Corse, Oulevante. Donc Oulevante, pour rappel, c'est une association de protection de l'environnement qui aujourd'hui, conjointement avec d'autres associations comme le GARD, ABCDE, Zero Frazu, participe activement non seulement à la protection de nos littoraux, à la lutte contre la pollution, mais également à la protection de nos littoraux contre la bétonisation. Aujourd'hui particulièrement, comme les associations de protection de la nature, les militants écologistes et de manière générale les scientifiques qui se mettent qui sont du côté de la protection de l'environnement subissent des attaques diverses et variées, que ce soit des attaques médiatiques, des attaques sur les réseaux sociaux. J'ai estimé que cette motion était importante pour que l'Assemblée des jeunes démontre qu'aujourd'hui, la protection de l'environnement reste une problématique à part entière, reste un sujet de société qui est important pour nous, car c'est notre avenir qui est en jeu. Je tiens à souligner que la protection de l'environnement, notamment avec l'association Oulevante, a permis de sauver de la bétonisation plusieurs milliers d'hectares en Corse depuis la création des associations qui sont mentionnées dans la motion. Alors, a ringraziare, una presa di parola per qualche sia che dea pro e una contro. Se qualche sia opili la parola. E no? Allora, passiamo a voto. Qual è chi vota a pro di sa mozione?
Qual è chi s'astena? Qual è chi vota contro? Potete pisare i mani chiudi chi sono contro. Qual è con partecipe di amica? A Mucciani a Duprat. Passiamo alla seconda Mucciani a depositata dal gruppo Scelta Patriot e dal gruppo Oggi Nazionale, che si chiama A negoziazioni no dell'accordo di Bovo. Qual è chi ha presentato? Suite aux mobilisations que nous avons menées après l'assassinat d'Ivan, les revendications historiques que le peuple corse a portées, le processus s'est alors entamé. Malheureusement, aujourd'hui, ce processus n'inclut aucune de nos attentes, ni reconnaissance du peuple corse, ni co-officialité de la langue, ni statut de résident, ni refonte du corps électoral corse. De plus, aujourd'hui, les enjeux surgissent pour la Corse de demain. Croissance de pauvreté, baisse du pouvoir d'achat. Ce processus ne prend aucunement en compte le volet social ni le volet économique. Ainsi, cette motion a pour but de renégocier les points fondamentaux attendus par les Corses et également les possibilités de dévolution vers un processus d'autodétermination. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'être pour ou contre le processus, mais simplement de déterminer réellement les enjeux de celui-ci et à quel avenir nous voulons pour les Corses. Qualche sia come andamenti, qualche sia pas da un voto ici. Alors, juste pour compléter, puisqu'on est co-signataire, juste pour dire que voilà, cette motion elle intervient parce qu'on est très inquiet, voire on a aussi un manque de confiance en ce processus. Monsieur le Président de l'Exécutif évoquait ce matin que ce qui a été travaillé avec le gouvernement, ça reflète ce qui a été voté le 5 juillet 2023. Or, le 5 juillet 2023, on parlait de reconnaissance du peuple, aujourd'hui on parle d'une communauté. On parlait de co-officialité de la langue. À la place, on nous a proposé un service public de l'enseignement. Ce matin, nous avons très bien vu que nous n'avons pas eu de réponse précise sur ce qu'était ce service public de l'enseignement. Et enfin, on avait aussi évoqué l'importance du statut de résident. Et ça aussi, pour l'instant, c'est mis de côté. Donc, cette motion, elle est pour affirmer notre inquiétude, comme je l'ai dit, et notre manque de confiance en ce processus. J'espère, nous espérons qu'il y aura un sursaut de la part de nos élus. Voilà, merci. Ici, Florian. Ringraziati. Pour notre part, en cohérence envers l'espoir que nous avons placé dans le processus actuel à plusieurs reprises dans cet hémicycle, et bien que nous aspirons comme vous à plus pour notre nation et considérons d'ailleurs qu'elle mériterait davantage, nous avons conscience, premièrement, que cet accord est le fruit d'un consensus des différentes forces politiques en présence à l'Assemblée de Corse, représentative des aspirations de son peuple, et que recommencer un processus n'aboutirait in fine qu'au même résultat, la composition de l'Assemblée étant toujours la même. Dans un second temps, étant au fait de la situation d'instabilité politique de l'autre côté de la mer, nous considérons qu'il faut placer toute l'énergie des élus de la Corse dans la défense de l'accord actuel. En somme, si nous ne doutons pas une seule seconde de tous les bons sentiments qui ont poussé à la rédaction de cette motion et dont nous partageons une partie des considérants, notamment sur le décès tragique d'Yvan Colonne,
nous considérons que recommencer un processus de négociation nous ferait perdre un temps précieux pour un résultat semblable et au final mènerait à l'échec de toute avancée institutionnelle, pourtant tant attendue par une majorité de nos bancs et de notre génération. Nous ne saurions nous y résoudre et voterons donc contre. Allora, non su di passato, ci ho domandato l'avviso di un consiglio esecutivo in questa mozione. Senti, io pensavo, io in questa mozione penso che il Presidente si è esprimato stamane, l'argomento risposta e sfarenti questione. Bon, io penso che in ciò che concerne il processo d'autonomia e i discorsi che sono fatti in Parigi, non potremmo mica portare in diretto. Allora ci dobbiamo un passo in davanti, ci dobbiamo andare sempre in davanti e non potremmo mica dire che non potremmo mica dire oggi che non ci saranno mica risultati, non potremmo manco dire voilà, allora ci dobbiamo andare fino alla fine di questo processo e cercare di fare di maniera che ci fosse più mondo possibile da questi discorsi e rivengono a ciò che l'ha detto il Presidente par rapport alla deliberazione che è stata presa qui in Assemblea per tutti i gruppi, per andare in questo senso qui. A ringraziarvi. Allora, ora abbiamo da passare al voto. Qual è chi vota a pro di questa mozione? Qual è chi vota contro? Qual è chi si astiene? Qual è che partecipa già mica al voto? A ringraziarvi. Allora, questa mozione è adottata. Passiamo ora a una mozione proposta dal gruppo Gioventù STC intitolata Preservazione di lavoro e stadio marittimo contro il nematode du pain. Allora, qual è chi vuole presentare questa mozione per principiare? Bon, merci Madame la vice-présidente de l'Assemblée. Donc la forêt de pin maritime représente environ 5% de l'ensemble du territoire forestier de l'île. Ça représente 45 000 hectares. Cette motion concerne autant les forêts territoriales qui sont sous la collectivité de Corse que le privé et le communal, parce que les crises que subissent le pin maritime n'ont pas de limite cadastrale. Donc il faut prendre vraiment le problème dans sa globalité. En Corse, le pin maritime est menacé par le feu, le Matsucoccus, qui est une maladie déjà présente, mais aussi par le déclin de la filière bois, qu'il faut essayer de développer. En Espagne et maintenant en France, le nématode du pin est présent et il crée du dépérissement. De nouvelles crises sont à prévoir de plus en plus dues au réchauffement climatique et à la mondialisation, aux échanges du bois dans le monde. Nous devons essayer de limiter ces crises, de les anticiper pour préserver notre riche patrimoine forestier et insulaire. Il y a un seul amendement qui a été fait, c'est un amendement commun, et je remercie l'ensemble des groupes qui avaient amendé ce rapport, d'avoir trouvé un consensus commun pour cette motion. Merci. Allora, primo abbiamo da votare l'emendamento, qualche sia si esprime? No? Allora, donc, c'è un solo emendamento. Qual è chi vota a pro di questo emendamento?
Quale chi vota contro? Quale chi si astiene? Quale che partecipa già mica al voto? Bon, allora, questo emendamento è adottato all'unanimità. Ringraziarvi. Allora, ora abbiamo da passare a voto di questa mozione amendata. Prima l'avviso del Consiglio esecutivo. Ringraziarvi. Allora, qual è chi vota a pro di questa mozione? Qual è chi vota contro? Qual è chi si astiene? Qual è che non partecipa già mica al voto? Ringraziarvi. Questa mozione è adottata. Allora, per continuare, abbiamo una mozione firmata dai gruppi Voce Nazionale, Scelta Patriota, Chiama l'Unità e Fronte Popolare Nantes o Statuto di Residenti. Qual è chi la da presentare? Vi ringrazio. Cari letti, cari colleghi, cari tutti, questo combatto è giudiziario, ma deve essere politico. La comune di Lugo di Nazza è stata minacciata di farsi attaccare in giustizia da prefettura per aver votato a pro dello statuto di residente. Una rivendicazione maggioritaria in Corsica è confermata da un voto dell'Assemblea di Corsa in 2014, di una rivendicazione storica di un movimento nazionale, un arnese maggiore per lottare contro la speculazione e permettere ai corsi di allodiarsi in terra soia. Un déjà anni sono passati, dopo il voto l'Assemblea di Corsica e lo Statuto di residente è sempre attaccato. Allora, oggi, chi femo? Caliamo capo, lasciamo il comune. Tanti militanti hanno fatto sacrifici per lottare contro la speculazione e far giungere i nazionalisti al potere. Oggi il nostro gruppo è da consento per dire che la lotta deve essere democratica, ma chi può muovere? Noi ricusiamo di dialogare, cioè la lotta, per i nostri sopravvissuti, ma soprattutto per la gioventù che vuole comprare una casa e campare in terra soia. 3-4 persone all'anno che giungono qui, una pressione demografica c'è. Dopo il 2010 c'è una crescita di 29% di prezzi degli appartamenti, 59% per le case. In 10 anni c'è stata una crescita di un prezzo di terreni di 79%, la speculazione c'è. Allora, chi fa? Per ripigliare le parole dei nostri anziani, prima i due e dopo lasciare tu poi. Pensiamo che ci vuole combattere, pensiamo che ci vuole impone queste deliberazioni allo Stato. Allora, da Bastia passando per Portivecchio, Corti e tutti i nostri paesi, ci la mettiamo in ballo lo statuto di residente perché questa terra è a nostra e nessuno ci può pretendere. Ringraziarvi. Allora, una presa di parola a pro, una contre, c'est quel qui sia opilé la parola. Lisez, Léa. Oui, alors nous avons co-signé cette motion aussi parce que le statut de résident est un des outils de lutte contre la spéculation immobilière et directement de lutte contre la mafia et les pratiques mafieuses. Donc c'est pour ça que c'est un outil qui est extrêmement important. Outre l'aspect symbolique, l'aspect culturel, il y a aussi cet aspect systémique et cet aspect économique qui est important à prendre en compte. Quel qui sia opilé la parola contre. No, allora, non si vota l'avviso di Consiglio esecutivo non si mozioni. Senza mozione va lo senso di ciò che noi domandiamo, va lo senso di ciò che noi domandiamo tipo anni e anni. C'è una mozione che era stata presa in
in che anno mi ne vengo più, bon, non tu sta 2011, valusa, 2011, valusanza di ciò che noi domandiamo e a domandare a livello del Consiglio esecutivo come si può fare per rimettere in ballo questa mozione o per cercare di rappresentare una mozione a livello dell'Assemblea di Corsa e domandare radio martedì che viene al Consiglio esecutivo. Ringraziamo. Allora passiamo al voto. Qual è chi vota a pro di questa mozione? Qual è chi vota contro? Qual è chi si astiene? Qual è chi partecipa già mica al voto? Ringraziamo. La mozione è adottata all'unanimità. Allora, una mozione è depositata dal gruppo Chiama l'Unità a lingua corsa e studi corsi. Qual è chi l'ha da presentare? Ringraziati. Dunque, va a presentare questa mozione che porta il sostegno all'insieme di avviliera di studi corsi, che è stata fondata nell'82, dunque solo un anno dopo la riapertura dell'università in Corti. Dunque questa filiera è proprio storica prima, dunque c'è una premura di sostenerla e tanto anche all'epoca aveva una certa premura per via di uso di corsi e di lezioni che si trovavano dunque in Palazzo Nazionale e dopo è stata messa e imbuligata no mentre di facoltà di lettere. E dunque dopo ci deve portare un certo sostegno all'insieme di avviliera di petualandatori proprio disonesti che sono stati visti per un detto nelle reti sociali e bon, tanto anche se ci sono qualche difficoltà avviliera da comunque parecchi sbocchi dunque ai giovani corti perché li potessero imparare e dopo anche tramandare l'insieme di fatti culturali corti per via di insegnamento qualsiasi livello e dopo anche di noi a ricerca scientifica o giornalismo di lingua corsa o anche pure bislingua e poi si ritrova di noi i misteri di traduzioni bislingua o proprio corsofono. Allora gli tocca scegliere la via. Ringraziati. Allora, ci sono stati due emendamenti in questa mozione. Un primo di scelta patriota. Qual è che l'ha da presentare? Easy, vai. Grazie. Allora, noi abbiamo voluto una precisione e una modificazione di una condanna da un punto di vista non è mica solo sono fatti veri di noi e dopo aggiustare visto i polemiche spartuti nei reti sociali in giro a Villera Studi Corsi e dopo modifica o condanna a maniera scelta di sparte l'informazione era stata da disprezzare il lavoro dell'Università di Corsica. A ringraziarvi. Allora, una presa di parola pro o contro? No? Allora, passiamo al voto di questo emendamento, del primo emendamento. Allora, qual è chi vota a pro di questo emendamento? Qual è chi vota contro? Qual è chi si astiene? Qual è chi partecipa già mica al voto? Ringraziarvi. Allora, questo emendamento è adottato all'unanimità. Dopo c'è un altro emendamento depositato da Chiama l'Unità. Qual è che vous présentez? Oui, c'est
Merci. C'est juste un amendement de forme, en fait, suite à une proposition d'amendement de modification du groupe Voce Nazionale. Voilà, on s'est mis d'accord et on propose de remplacer le mot, l'expression quadro giuridico par convenzione. Grazie. Qualche sia vuol pigliare la parola in questo emendamento? Allora passiamo a voto. Qual è chi vota approva questo emendamento? Qual è chi vota contro? Qual è chi si astiene? Qual è chi partecipa già mica al voto? A ringraziarvi. Allora, questo emendamento è adottato all'unanimità. Ora, abbiamo da votare a mozioni. Se qualche sia si esprima a pro o contro di questa mozione amendata? No? Allora, l'avviso di un consiglio esecutivo non questa mozione? A ringraziare. Allora, passiamo al voto della mozione. Qual è chi vota pro? Chi vota contro? Chi si astiene? Qual è che partecipa già mica al voto? A ringraziarvi, questa mozione è adottata all'unanimità. Allora, prossima mozione depositata dal gruppo Gioventù STC che si chiama a preservazione di un ballo corso o quadriglio. Qual è che ha presentato? Bon, du coup, cette motion, parce qu'on voulait mettre en avant cet élément culturel important de notre société et de notre histoire, qui est le quadrille, un peu méconnu et oublié de certains enseignements, mais qui tend à se développer grâce aux associations, et nous voulons les soutenir, et bien plus si on le peut. Il y a eu 2 amendements, dont un de notre groupe et Scelta Patriote. Je vous remercie. Allora, il primo emendamento è Osho, se volete presentarlo. C'est juste un amendement de forme et je remercie encore les nombreux amendements qu'il y a eu pour améliorer toutes ces motions. Qualche sia vuol pigliare la parola in questo emendamento? No? Allora, passiamo al voto. Qual è chi vota pro? Qual è chi vota contro? Qual è chi si astiene? Qual è che partecipa già mica al voto? Allora, ringraziarvi, questo emendamento è adottato. E poi dopo, il secondo emendamento depositato da Scelta Patriota. Bon, l'ho già presentato io, giusto per mentuare il lavoro di una socio che si impegna assai in giro al quadriglio. Giusto un visto. Allora, qualche sia si esprime, Isie. Noi è vero che ci vuole salutare il lavoro di Gioventù in ballo, in la preservazione di un ballo, di questo ballo tradizionale corso, e dopo di non parlare di un ballo e di l'aspetto educativo, perché abbiamo inteso Lisandro che è appena scantato di scuole, ma c'è di più in più lavoro di Gioventù in ballo che va in delle scuole, che va in dei veri, che non per far conoscere questo ballo, e in degli insegnamenti è vero che quando si forma gli insegnanti si parla spesso di un ballo, di come si può integrare un ballo in dell'insegnamento, dunque fa spardie e valore di radio di a scuola, ma di noi di far conoscere il nostro ballo tradizionale. Donc siamo a pro questo emendamento. Allora, passiamo al voto di questo emendamento. Qual è chi vota pro? Qual è chi vota contro? Qual è chi si astiene? Chi non partecipa già mica al voto? A ringraziarvi, questo emendamento è adottato all'unanimità. Allora, ora passiamo dunque al voto di mozioni amendata. Se si può avere l'avviso di un consiglio esecutivo. Ce qui nous concerne,
ce qui concerne, nous sommes favorables et la conseillère exécutive en charge va vous faire un retour très rapidement. Ringraziavi. Allora, passiamo a voto di mozioni. Qual è chi vota a pro? Qual è chi vota contro? Qual è chi si astiene? Qual è che partecipa già mica al voto? Ringraziavi. La mozione è adottata all'unanimità. Allora, l'ultima mozione mi pare depositata dal gruppo Gioventù STC per la preservazione della nostra cultura cristiana. Donc, cette dernière motion, qui concerne la croix de Coas et la préservation du christianisme en Corse en général. Le 10 octobre 2025, comme vous le savez, le tribunal administratif de Bastia annule le refus du maire de Coascora d'enlever cette croix à l'entrée du village. Certes, par la loi de 1905 qui sépare l'Église et l'État, cela peut faire débat, mais pas chez nous, pas entre nous. Mais le problème, c'est peut-être qu'on n'est plus entre nous. Alors il faut trouver des solutions pour ne pas être effacé. Ce sujet a touché toute la société et on ne veut pas que cette situation se démocratise. Voilà un peu pourquoi cette motion. Ringraziavi. Allora, c'è un emendamento che propone la riscrittura di questa mozione. Se vous voulez y parler. Bon, comme les deux motions précédentes, il y a eu plusieurs amendements. On a trouvé un consensus pour améliorer au mieux cette motion. Et voilà, il en résulte un seul amendement commun dont on peut se féliciter. Je vous remercie. Allora, come questo emendamento propone la riscrittura globale della mozione, se da adottato rimpiazzerà la prima mozione di voto. Allora, se qualcuno vuole pigliare la parola, una pro, uno contro questo emendamento? No? Allora, passiamo al voto. Qual è chi vota pro? Alors, attends. Se si può ripisare le mani per piacere, qual è chi vota pro? Ringraziavi. Qual è chi vota contro questa mozione? Questo emendamento, scusate. Qual è chi si astiene? Qual è che partecipa già mica al voto? Ringraziavi. Allora, visto che questo emendamento è adottato, piglia piazza da mozione e diventa a noi la mozione, dunque questa mozione è adottata. Ringraziavi.
Allora aspettiamo 5 minuti che il Presidente giungesse. Ringraziamo. Allora, d'après ciò che ho capito, il vicepresidente sono stati veramente veloci, si è passato un furia alla fare, più un furia che previsto, scusatemi, pensavo che era appena più lungo e pensavo di seguire per emozione. Dunque tutto si è passato di ciò che ho capito. È una lezione che ho la ridane stasera, di che quando l'affari sono ben preparati
prima, dopo le cose vanno presto. Ed è lavorato assai in l'emendamento tutti insieme prima e così dopo l'affare sono andati proprio a periodo di emozione. Dunque vi vedo perché cioè che di orte le leggi dell'Assemblea di Corsica si piano appena più primorosi di gue, perché chi di orte noi l'emendamento si va così all'ultimo momento e di appena lungo e cioè aspettare e sospensione di seienza e di sempre appena lungo la fare. Ecco, allora, e ma compie sta seduta, sta sessione, abbiamo assai lavoro nel 2027, penso veramente che un anno passato bisogna proprio l'anziani, ma di noi, tutti i nuovi membri, bisogna proprio acconciati in cui a maniera di maniera parlamentare, certi, bon, sono più anziani, sono già qui da voi parecchie orte e ça nous va, ma l'altri di noi, cioè dire ai vostri compagni con bene numica che la fare un po' mica da così, sono stati scelti tra parecchi gente, zideli, giovani e cioè che libinese, se non bene numica è previsto un regolamento interno che lo giudica carchi si altro che oripiazzesi, dunque fa della sabè, ma ci sarà un punto di fatto non si soggetti, ne abbiamo parlato in conferenza ai presidenti e c'è mai da qui a poco, a conferenza di presidenti di Dienaggio per principiare la nada. Guarderemo di noi, mi dico sui segretariati generali di Consiglio Esecutivo e di l'Assemblea e ma di noi guardare il calendario per fare chi è di l'annata 2026 siano conosciute il più presto possibile perché chi avete bisogno di organizzare, quelli che stanno qui, quelli che lavorano, gli studenti e poi quelli che sono continenti. È importantissimo. In 2026 ci saranno parecchi dibattiti a portare. Di già le muette, la promessa, arriveremo un dibattito prima tra noi e poi dopo un emiciclo ai 10 anni di mandatura nazionalista, perché che ne abbiamo bisogno anche noi. Ecco, di va un punto non è importantissimo e di avere appena come cose possibili al manacà per la bene. Ecco, se non c'è mica altre domande di parola, avete questioni, in inglese si dice any other business? No? Non c'è mica altro soggetti. Allora, cosa che vi posso dire, sono stata veramente felice di essere con voi oggi. Ringrazio il Consiglio Esecutivo, Jean-Félix Acquaviva in particolare che è stato qui, c'è due livrelli che è passato un momento un dibattito, un l'ha manco salutato, di Radio Obo, ringrazio il presidente di Rambastia, ringrazio a loro Santucci di noi che si è impegnata un dibattito, ecco, vi prego, buone veste soprattutto. Cristiano, mica cristiano, ma buone veste, Nadal è sempre cristiano, ma tutto il mondo vestigia. Dunque, buone veste a tutti e poi ci ritroviamo da qui a poco, di Dienaggio per una conferenza di presidente appena allargata alla commissione, se voi siete d'accordo. A ringraziare a tutti, a presto.